Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Cinémascope. Ce soir au programme, l'absence de Raphaël, votre présentateur vedette, parti vagabonder cette semaine au Cinémed, et des films et encore des films pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller. Il sera question de 4 longs métrages pour cette émission: The Square, la Palme d'Or de Ruben Östlund, L'Atelier de Laurent Canté, L'homme derrière Entre les murs, une autre Palme d'Or, Zombilenium, le film d'animation d'Arthur Depin et d'Alexis Ducor, et Knock de Lorraine Lévy avec Omar Sy en Docteur Arnaqueur. Seront aussi de la partie une carte blanche sur la comédie populaire française de ces 20 dernières années, parce que je sais que vous aimez ça. Comme ça on pourra prolonger un peu le débat qu'il y a eu la semaine dernière. Ouais. Mais on aura aussi le droit à un quiz 100% féminin avec Marie et Gaëlle aux manettes. Les femmes seront d'ailleurs à l'honneur ce soir puisque Justine, Nina, Marie et Gaëlle sont présentes, et il n'y aura que Florent en seul chroniqueur masculin, une grande première pour l'émission. Et toi Simon? Bah oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors c'est parti pour la 8e émission de Cinémascope saison 2. On passe tout de suite aux news. Channel 4 News with 5-time Emmy Award-winning anchor Ron Burgundy. Champ Kind Sports. Alors, première news de la semaine, on va commencer par la non-éligibilité aux Oscars du prochain film de Clint Eastwood, The 15-17 to Paris, qui retrace l'attentat déjoué le 21 août 2015 par des jeunes Américains à bord du Thalys 9364 à destination de Paris, comme ça on est précis. En effet, le film sortira le 9 février 2018 aux États-Unis, ce qui ne permet pas de qualifier le film aux Oscars. Le film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, parce qu'il aura la particularité de faire jouer les vrais témoins et acteurs de l'événement. Donc vraiment, il y aura les 3 Américains qui ont sauvé le Thalys, on va dire. Et on aura aussi le réalisateur Disnogood qui fera François Hollande dans le film. Ça donne envie, non? Là, comme ça, non, vous en foutez de ce film? Ça va être encore un film, une histoire vraie et tout, bon. Après, il reste encore la possibilité à la Warner et Clint Eastwood de sortir le film en sortie limitée dans quelques grandes villes des États-Unis avant le 31 décembre, ce qui permettrait au métrage d'être à nouveau éligible auprès de l'Académie. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Clint Eastwood en 2014 avec American Sniper, et il avait le droit à une sortie limitée aussi. Et après, il avait eu 6 nominations aux Oscars, il en avait remporté un. Bon, voilà. Deuxième news, l'hécatombe à Hollywood qui se poursuit avec une nouvelle affaire de harcèlement qui a éclaté dimanche. Cette fois-ci, c'est le scénariste et réalisateur James Toback qui est dans le viseur. Ce sont près de 200 femmes qui l'accusent, parmi elles l'actrice Julianne Moore. Elles s'accordent toutes sur le fait que le réalisateur procédait toujours de la même façon en fait. Il proposait des rôles à de jeunes femmes, ensuite il faisait quelques rencontres en public, et après il les invitait dans des hôtels et tout, où il posait des questions assez intimes. On sait maintenant où le réalisateur a puisé son inspiration pour son film Le Dragueur, où Robert Downey Jr. jouait un séducteur invertéré qui tente de charmer toutes les femmes qu'il rencontre. C'était déjà un biopic de James Toback avant l'heure. Harvey Weinstein. Ou d'Harvey Weinstein, c'est vrai, mais James Toback, je sais pas si vous connaissiez aussi. Non, pas du tout. En fait, on parle que de trucs dont vous connaissez rien aujourd'hui. Oui, mais c'est bien qu'on fasse le ménage à Hollywood. Bon, pour terminer, une news beaucoup plus légère et cocasse avec l'annonce d'un film Dora l'exploratrice en live action par Michael Bay. Et oui, le cinéaste américain derrière la saga Transformers va produire un long métrage Dora l'exploratrice dans lequel l'héroïne des enfants se retrouve à New York avec son cousin Diego. Nos héros seront plus âgés que dans la série animée.
Ah, ça promet. C'est le réalisateur scénariste Nicolas Stoller qui est derrière l'excellence Sans Sarah Rien ne va. Moi j'adore ce film. Ou encore Nos pires voisins, bon ça j'aime un peu moins. Qui va écrire le scénario. Le film est en projet depuis 2015 et on ose espérer voir Megan Fox en Dora l'exploratrice du coup. Ou pas. Est-ce que celle-là vous donne envie, ce film? Ça vous donne plus envie que le film de Clint Eastwood? Absolument. S'il y a Babouche, il faut respecter les classiques quand même. Faut qu'il y ait Babouche dans le film. Tu vois qui jouer Babouche? Babouche, je sais pas, un petit. Non, Chris Pratt comme ça en passant. Chris Pratt, ouais. Babouche, ouais, ça pourrait pas mal. Les shippers arrêtent de shipper là. Ok, bon bah c'en est fini la partie news. Ce soir est une émission un peu spéciale puisque déjà il n'y a pas Raphaël et puisqu'elle a en son cœur un thème qui sera la confrontation. En effet, tous les films évoqués ce soir reposent sur la confrontation. Confrontation des classes entre les riches et les pauvres dans The Square, dont on va bientôt parler. Confrontation de l'homme noir et de l'homme blanc dans Knock. Confrontation des âges entre Olivia, parisienne et écrivaine, et les jeunes provinciaux de la Ciotat dans le dernier film de Laurent Cantet. Et confrontation des mondes entre celui des morts plus vivant que celui des vivants et les vivants plus morts que morts dans Zombielennium. C'est notre première pause musicale qui va débuter notre traversée de ce thème avec Alright, sorti sur le 3e album de Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, qui est maintenant devenu un symbole des manifestations anti-Trump aux États-Unis. Le clip de Alright est d'ailleurs très politique puisqu'il évoque les bavures policières dont sont victimes les Afro-Américains, du coup aux États-Unis. La confrontation du peuple au pouvoir, c'est notre première lutte de la soirée. On s'écoute ça tout de suite. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Cinémascope. Ce soir au programme, l'absence de Raphaël, votre présentateur vedette, parti vagabonder cette semaine au Cinémed, et des films et encore des films pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller. Il sera question de 4 longs métrages pour cette émission: The Square, la Palme d'Or de Ruben Östlund, L'Atelier de Laurent Cantet, L'homme derrière Entre les murs, une autre Palme d'Or, Zombielennium, le film d'animation d'Arthur Depin et d'Alexis Ducor, et Knock de Lorraine Lévy avec Omar Sy en Docteur Arnaqueur. Seront aussi de la partie une carte blanche sur la comédie populaire française de ces 20 dernières années, parce que je sais que vous aimez ça. Comme ça on pourra prolonger un peu le débat qu'il y a eu la semaine dernière. Ouais. Mais on aura aussi le droit à un quiz 100% féminin avec Marie et Gaëlle aux manettes. Les femmes seront d'ailleurs à l'honneur ce soir puisque Justine, Nina, Marie et Gaëlle sont présentes, et il n'y aura que Florent en seul chroniqueur masculin, une grande première pour l'émission. Et toi Simon? Bah oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors c'est parti pour la 8e émission de Cinémascope saison 2. On passe tout de suite aux news. Channel 4 News with 5-time Emmy Award-winning anchor Ron Burgundy. Champ Kind Sports. Alors, première news de la semaine, on va commencer par la non-éligibilité aux Oscars du prochain film de Clint Eastwood, The 15-17 to Paris, qui retrace l'attentat déjoué le 21 août 2015 par des jeunes Américains à bord du Thalys 9364 à destination de Paris, comme ça on est précis. En effet, le film sortira le 9 février 2018 aux États-Unis, ce qui ne permet pas de qualifier le film aux Oscars. Le film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, parce qu'il aura la particularité de faire jouer les vrais témoins et acteurs de l'événement. Donc vraiment, il y aura les 3 Américains qui ont sauvé le Thalys, on va dire. Et on aura aussi le réalisateur Disnogood qui fera François Hollande dans le film. Ça donne envie, non? Là, comme ça, non, vous en foutez de ce film? Ça va être encore un film, une histoire vraie et tout, bon.
Après, il reste encore la possibilité à la Warner et Clint Eastwood de sortir le film en sortie limitée dans quelques grandes villes des États-Unis avant le 31 décembre, ce qui permettrait au métrage d'être à nouveau éligible auprès de l'Académie. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Clint Eastwood en 2014 avec American Sniper, et il avait le droit à une sortie limitée aussi. Et après, il avait eu 6 nominations aux Oscars, il en avait remporté un. Bon, voilà. Deuxième news, l'hécatombe à Hollywood qui se poursuit avec une nouvelle affaire de harcèlement qui a éclaté. Ben Ostlund, bande-annonce. What are the biggest challenges in running a museum? We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. Okay. Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square. Vi kan ikke som museum lade os skræmme af udtryk, der overskrider grænser. Det kan vi ikke gøre. Nu är det dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men lugnt! How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them? You know their names? Yeah. So what's my name? The Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser. Alors, The Square, le résumé. Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses 2 enfants. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition intitulée The Square, mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction de l'honneur guerre. Alors The Square, c'est la Palme d'Or un peu surprise de 2017. On trouve dans le film donc Claes Bang qui joue Christian, et après des acteurs anglais et américains comme Elizabeth Moss, Dominic West et Terry Notary, qui est notamment connu pour ses performances en motion capture. Florent, qu'en as-tu pensé? Je crois que tu l'as vu à Cannes même. Alors oui, tu as eu la chance de voir la Palme d'Or à Cannes. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir à Cannes. Et il m'a tout de suite interpellé, après être en allé voir plusieurs. Il m'a tout de suite interpellé parce que déjà les sujets qui sont soulevés, qui sont abordés, ils étaient abordés avec l'angle, la manière dont j'aime les voir au cinéma. Aussi parce que c'est fait totalement avec un humour qui me touche particulièrement. Vraiment, c'est totalement 100% l'humour qui me fait rire. Donc tout m'a touché forcément, toutes les blagues, les colères, les personnages. Et il y a aussi notamment une scène qui m'a particulièrement qui a été très 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 forte. C'est laquelle du coup? C'est la scène, c'est peut-être un peu attendu, mais la scène pendant le dîner où justement l'artiste vient faire sa performance. J'ai été complètement... c'est peut-être exagéré, mais c'est vraiment ce que je recherche
Ce que j'attends dans le cinéma, c'est de ressentir des émotions comme ça. Voilà. Des hommes singes. Donc tous les films avec des hommes singes, voilà, Planète des singes, quoi d'autre? King Kong, l'armée des 12 singes, tout ce qu'il y a des singes dedans, tu vas voir. Dora l'exploratrice. Donc après, voilà, si à la limite je devais faire un défaut, mais c'est léger, s'il aurait mérité peut-être d'être un poil moins long. Mais sinon après moi, c'était 100% ma palme d'or des films que j'ai vus à Cannes. Waouh, du coup, un peu visionnaire. Tu faisais un peu partie du jury. On peut le dire. Hein. Du jury d'Almodovar. C'est toi en fait, Almodovar. Nina, toi, t'en as pensé quoi? Moi, je t'avoue que je suis sortie de là, j'étais un peu... j'ai pas compris. Je crois que tu t'es trompée de salle en fait, ouais, c'est juste ça. Je pense que j'ai pas vu le... Non, j'ai bien aimé, j'ai adoré la musique. Les thèmes chantés, c'est assez particulier et j'ai été sensible à ça, c'est vrai. Ouais. Après, en fait, je l'ai trouvé un petit peu violent du message qu'il a passé, de cette classe un peu bourgeoise, un peu aveuglée par l'art et tout ça, qui ne voit pas les pauvres. Les pauvres et c'est dur en fait. Moi, c'est vrai que je suis pas à l'aise forcément avec ce cinéma-là, mais j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. D'accord. Après, j'ai appris après que c'était la Palme d'Or. D'accord, bon. Tu l'as vu aussi au début du film, je pense, parce que oui, t'as aussi, toujours je l'ai vu, mais le petit logo. C'est vrai, il y a des choses quand même assez intéressantes, je pense notamment ces mouvements de foule aussi, où c'est très bien chorégraphié. Il y a un plan au tout début où ils sortent du métro, je sais plus trop quoi, et tout le monde marche et se retourne. Je le fais, donc c'est normal, on n'entend plus rien dans le micro après. En tout cas, c'est visuel. Professionnel. Non, c'est vraiment bien. Gaëlle, t'en as pensé quoi, toi, de ce square? Comme Florent en fait. Yes. J'ai trouvé qu'il était vraiment, j'arrive presque à dire parfait quoi, mais effectivement c'est le seul truc que je pourrais vraiment dire, c'est le temps parfois un tout petit peu trop long, mais en même temps je comprends que ça aide dans l'ambiance, mais je trouve qu'il était hyper intelligent. C'est fou comme la mise en scène était vraiment en adéquation avec les thèmes abordés, c'est rare que ce soit à ce point là je trouve, et tout le style que j'aime, épuré, justement l'ironie était superbe. J'aime aussi que ce soit un film plutôt conceptuel plutôt que vraiment un truc vraiment très narratif, etc. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir exactement ce qui me fait penser à ça, mais il m'a fait penser à The Lobster. Mais j'arrive pas vraiment à définir pourquoi. C'est une ambiance comme ça qui me fait penser à un truc mais moi, c'est marrant, étrange. Il m'a pas fait penser à The Lobster, c'est marrant, donc c'est marrant, tu vois. Non, mais il m'a fait penser à Eyes Wide Shut. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà parce que l'acteur principal, c'est un peu un copie conforme de Tom Cruise mélangé avec Pierce Brosnan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'ai revu Tom Cruise et je me suis dit, c'est bizarre, c'est marrant, il ressemble à Tom Cruise, et t'as aussi une petite descente aux enfers quand même, comme ça, c'est de pire en pire. En fait, t'as des éléments cascade et tout, et ça part d'un téléphone portable et on voit toutes les conséquences. Après, le film fonctionne un peu par à-coups, j'ai trouvé. Du coup, c'est peut-être ça qui fait que le rythme est pas tout le temps présent. Je sais pas ce que vous en avez pensé, toi, Marie. Oui, il y avait quelques longueurs, c'est vrai, mais je pense que c'est le seul défaut qu'on peut lui reprocher, parce que donc moi, je l'ai aussi vu à Cannes, avec Florent, de fait. Et avec l'équipe du film. Alors, il s'avère que lors de la projection... Avec Tom Cruise, du coup. Exactement, avec Tom Cruise et Pedro Almodovar. Et il a été applaudi, mais pas tant que ça. Il n'était pas du tout pressenti comme le favori, donc c'était une grosse surprise de le voir en Palme d'Or, surtout qu'il y avait 120 minutes en face. Mais c'est vrai qu'en sortant du film, on s'est clairement dit, moi en tout cas, je veux qu'il soit à Palme d'Or. Et de fait, j'ai été un petit peu visionnaire sur ce coup-là, je suis assez fière de moi. On a vraiment des stars sur le plateau. Je vous rappelle pour l'année prochaine. Et donc du coup, j'ai adoré le film. Je trouve que c'est vraiment une satire de notre société actuelle. Et le réalisateur voulait critiquer la société de son pays, la Suède, à savoir... nous, on pense vraiment à l'image de la Suède comme d'un... Zlatan Ibrahimovic. Exactement. Voilà. Mais non, comme d'un pays ultra progressiste, en avance sur son temps. Et c'est vrai qu'il y a des côtés qu'on ne connaît pas et que le réalisateur a voulu critiquer. Et je trouve ça bien aussi de faire part de tous les aspects. Ouais, j'ai pas vu de magasin Ikea, donc je suis un peu déçu. Il n'y a pas de Ikea en Suède, il faut le savoir. Et... le casting, je trouvais, était très bon, pas forcément très connu, mais les acteurs étaient très bons. Là, pareil, la scène avec Terry Notary à ce dîner où il agresse une femme, j'ai trouvé ça m'a vraiment effrayée, pour le coup, vraiment effrayée. Et je trouve que le film critique
C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait presque des tableaux. Ça critique plusieurs aspects de notre société, que ce soit le harcèlement sexuel trop présent dans cette société, justement. Présent, on peut dire. Présent tout court. La différence de classe, les pauvres, les riches, ça critique vraiment toutes les façades. Et moi, je l'ai trouvé bien construit. Pour le coup, la photographie est magnifique. Ouais. Et j'ai lu que le réalisateur s'était inspiré d'une expérience dans une université où ils ont demandé à plusieurs étudiants de se rendre en urgence dans un lieu sans qu'ils sachent pourquoi, et à chaque étudiant de se dépêcher de plus en plus, et quelqu'un devait absolument tomber à un moment donné. C'est peut-être un incendie ou je ne sais pas quoi, la situation, et le but était de savoir si quelqu'un allait l'aider à se relever et à partir. Et il s'avère que personne n'a aidé cette personne à se relever, et personne ne l'a sauvée. Ah, mais ils ont pris les pires connards de la Terre en fait pour faire cette expérience, non ? Des gens tout à fait normaux, hein, comme toi et moi, et plus les gens devaient se dépêcher, moins ils étaient enclins à aider la personne qui était tombée. Et je pense que ça renvoie directement d'ailleurs à la scène avec Terry Notary où personne n'aide cette femme qui se fait clairement agresser. Et après, il y a cette espèce de mouvement de masse finalement, où il y en a un qui vient, donc tout le monde vient parce que quelqu'un c'est attend plus facile, que quelqu'un réagisse pour venir, exactement. Et je trouve que c'est très représentatif de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, et ça fait peur. Ah oui, mais comme le plan au début où il y en a qu'un seul qui se retourne au début et lui dit non mais viens m'aider. Et là ils se sont obligés du coup parce que tout le monde le regarde, mais ouais, c'est très intéressant. Gaël, toi tu parlais de la mise en scène très épurée, tout ça. Est-ce que ça l'est pas un peu trop même? Dans les critiques négatives du film, j'entendais beaucoup parler de ça. Donc, non, je trouve pas. C'est pas un peu trop stylisé. Je pense notamment au plan de l'escalier à la fin qui est assez impressionnant quand même. Justement, il a osé. Au contraire, c'était tellement bien ce plan. Vraiment, j'avais vraiment tourné quoi à la fin. Mais non, moi je trouve que c'était vraiment bien que ce soit comme ça, et que ce soit épuré, que ce soit stylisé, qu'il y ait des carrés partout et qu'ils sont enfermés tout le temps, etc. C'était. Au bout d'un moment, si ton message c'est ça, montre-le et c'est tout, et pas besoin d'être dans la réalité avec une caméra portée pour le faire comprendre. Moi, ah oui, je suis d'accord. C'est sûr, on n'est pas dans un film des frères Dardenne là. Voilà. Mais la mise en scène oppresse clairement. Hein, oui, c'est ça. Trouvé. Mais et la musique aussi, je la trouvais formidable. Quoi. La musique était à la fois oppressante, mais à la fois il y avait un côté très ironique, rien que dans la musique. Enfin, c'était hyper bien choisi. Et je trouve aussi que, mais c'est peut-être mon côté assistant de mise en scène qui parle, que la figuration était extraordinairement bien gérée. Mais je me suis dit ça dans le film, vraiment. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une liste Sens Critique des meilleures figurations parce que celui-là, je l'ajoute direct, tu vois. Baby Driver aussi était, je trouve, très bon là-dedans, mais là, il y avait tellement de figures et c'était hyper bien géré. Je remarquais carrément qu'ils avaient mis des couples à des endroits très précis, etc. Et c'était super bien, je trouve, de voir un truc aussi bien fait, jusque dans les détails comme ça. Oui, et en plus je trouve que ça mettait vraiment en avant l'univers si particulier, et en gros particulier, mais que tout le monde subit au quotidien, et là il était exposé au grand jour, et ça montrait vraiment, ça faisait une vraie critique, et une critique en plus qui n'était pas juste tout est mal, puisque quand il est dans le centre commercial et qu'il laisse les paquets à la personne SDF, confiance, finalement elle les retrouve les paquets, et en plus c'est montré subtilement aussi, c'est pas waouh il a gardé les paquets, c'est incroyable, etc. Et aussi je trouve que j'ai pensé que la direction d'acteur était vraiment extraordinaire, et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, encore plus que la mise en scène, etc. C'est la direction d'acteur, parce que vraiment c'est fou comme chaque acteur, j'ai l'impression tous les acteurs sont connectés entre eux pour vraiment aller dans une même direction. Avec toujours ce fil rouge quand même du personnage de Christiane. Oui, mais du coup tout le monde est très... il y a beaucoup de moments de gêne, de moments de silence, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde savait ce qu'avait le réalisateur dans la tête, quoi, pour jouer aussi bien, et autant que ce soit aussi harmonieux, quoi. Mais c'est un personnage auquel on s'attache, Christian, malgré le fait qu'il puisse faire des choses totalement insensées. Des choses que nous on pourrait faire en fait, poster des lettres à tout le monde en nous disant lettres de menaces de mort. Voilà, je dirais effectivement c'est des actes auxquels on ne réfléchit pas, et tout le monde est capable de faire un acte sans réfléchir, et je pense qu'on peut s'identifier à lui, c'est pour ça qu'on s'attache tant à ce personnage-là. Il fait vrai. D'accord. Et Nina, du coup, toi qui a pas accroché, donc Palme d'Or immérité pour toi? Je suis personne pour juger de la Palme d'Or, quand même pas. Mais non, parce que ça avait fait beaucoup parler. On parlait d'un film moyen ou. Après, moi, j'en ai pas du tout entendu parler en fait. Je me suis pas. Tu vois la preuve. Ouais. D'habitude, on entend un peu plus parler que ça quand même quand il y a une Palme d'Or, mais plutôt. Je suis un peu allée en mode balèque, je dois le voir à la radio, voilà. Oui, voilà. Après, il y avait mes proches qui m'avaient dit va le voir, il est trop bien. Je
suis allée devant et c'est vrai que je suis sortie de là aussi. C'est vrai que la fin, j'étais là, est-ce que j'ai bien compris le sens du film? Qu'est-ce qui m'a pas atteint? Je savais pas, j'étais un peu paumée. J'ai envoyé un texto à 2-3 personnes, mais j'ai pas compris le film. Donc ouais, mais après je sais pas, peut-être qu'il m'a pas touché comme vous, il vous a touché. Et le jury à Cannes, faut croire. Ouais. Mais après, je dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, et j'ai pas passé un mauvais moment. C'est vrai que je l'ai trouvé long aussi. À la dernière demi-heure, je regardais ma montre. Mais c'est ça le paradoxe du film, c'est qu'il y a des scènes quand même assez marquantes. Du coup, tu parlais de la scène de l'homme singe, Florent, mais il y a aussi par exemple la scène avec le gars qui a le syndrome de la Tourette aussi. C'est choquant, ouais. Il y a plusieurs petites scènes comme ça qui sont très marquantes. Et après à côté, parfois c'est un peu plus lent ou t'es un peu moins intéressé, donc c'est dommage qu'il n'y a pas ce juste milieu. Et je suis d'accord avec toi, Florent, quand tu dis qu'il aurait dû avoir peut-être un peu quelques minutes en moins. Le film aurait gagné à être meilleur et plus rythmé, je pense, même si c'est pas forcément son but ou quoi, mais il fait 2h22 The Square, donc il y avait quand même de quoi enlever. Toi, t'as pas senti les 2h22 à Cannes? Non, mais tu draguais Almodovar, c'est pour ça. Voilà. Absolument. Et Gaëlle, toi, la Palme d'Or, du coup, t'es pas aussi là pour juger, c'est ça? Si, moi je suis là pour juger, et je suis contente qu'il l'ait. Mais en plus, vraiment, moi non plus, j'avais pas entendu parler plus que ça. En fait, c'est grâce à vous que j'en entendais parler et j'avais pas envie de le voir. Même je l'avais dit que c'était un peu pour me débarrasser, que je voulais le voir avant Knock, alors imaginez. Oh mon Dieu. Mais parce que je sais pas, il m'inspirait pas. Je me disais, oh non, ça va être compliqué, c'est une Palme d'Or, je pense qu'il va falloir être là, un peu un truc intellectualisé, etc. Et je sais que c'est un peu intellectualisé, mais c'était dans le bon sens du terme, là. C'était dans le sens, j'en ressors grandi. Et vraiment, c'est tout à fait le type de film où je me dis, j'aimerais bien avoir réalisé ça. Ouais, l'humour est beaucoup aussi. Hein. Ouais. Oui, l'humour et je trouve que voilà, comme il dit Florent, c'est présent de la façon parfaite pour moi aussi. C'est ironique, etc. Mais c'est vraiment pas ni grossier ni vulgaire. C'est pas lourd, ouais. C'est très bien comme ça. Ok. Rien d'autre sur The Square? On va le voir, on va pas le voir? Il est bien. On va le voir. Bonne Palme d'Or. On retourne le voir, Nina? Une deuxième fois? Allez, 2h20, c'est pas long. 2h20, encore on va faire un autre avis en sortant. Ok, on va passer à un autre film qui était aussi à Cannes cette année, mais dans la catégorie Un certain regard, L'Atelier de Laurent Canté. Bande-annonce. Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Pourrait y avoir un meurtre? Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman? L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous? J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. Alors c'est à nous, nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant. On sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer. Putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Tu parles comme ça! C'est dans ta gueule, arrête de sourire! Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste, vous le défendez! Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre. Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur. La Ciotat, été 2016, Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Le travail d'écriture va faire ressurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. Du coup, voilà l'atelier de Laurent Canté qui était donc en compétition dans la catégorie Un certain regard cette année et qui est aussi écrit avec Robin Campillo,
qui a réalisé cette année 120 battements par minute, t'en parlais Marie. Du coup, Gaël, il n'y a que toi qui l'as vu avec moi. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors déjà, je viens d'apprendre qu'il s'appelait Antoine, le personnage principal. Ça montre que vraiment, le film m'a intéressé parce que j'avais complètement oublié. Ah ouais, ouais. Moi, je m'en suis souvenu. Peut-être parce que j'ai Antoine. un comparse qui s'appelle Antoine qui fut dans l'émission. C'est peut-être pour ça. C'est possible. Alors, du coup, au début, j'étais contente. On était dans le même principe que Entre les murs. Donc, dans l'atelier avec les jeunes, etc., qui viennent de différents horizons. Bon, non, ils sont tous plus ou moins pauvres, mais j'allais dire plusieurs classes sociales, mais en tout cas, ils sont différents. Des origines différentes, en tout cas. Oui, des origines différentes et même très différents dans leur caractère. Et c'était super intéressant. On dirait que j'étais dedans, enfin, pas tout à fait directement, parce qu'il y a quand même la partie au début avec le jeu vidéo, mais assez vite, il y a quand même ça. Et je trouve que ça passionne de suite, puisqu'on sent tellement un truc vrai chez eux, on sent tellement que c'était pas forcément que des acteurs, que j'ai envie de m'intéresser à eux et à comment ils vont progresser, etc. Et au final, en fait, ça divague sur autre chose. Et c'est justement là où moi, j'ai aussi divagué, parce que j'ai pas exactement compris en fait, où le réalisateur voulait en venir. Je sais pas si c'est une excuse d'avoir fait cet atelier pour après, finalement, faire un film un peu noir, dramatique, ou si c'était la volonté de faire les deux en parallèle. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre exactement le parallèle, à part finalement dans le récit, ils arrivent bien à mettre en abîme... l'histoire du coup qui arrive après, mais ils voulaient peut-être contaminer le roman noir qu'ils écrivent sur la deuxième oui, voilà, mais à part ça, histoire. mais je trouve que c'est pas assez fort. Enfin, je me dis d'accord, c'est un lien, mais en même temps je comprends pas exactement pourquoi. En fait, je me suis quand même demandé pourquoi il veut faire ça, où il veut en venir. Et au final, je trouve qu'on retrouvait pas finalement son style, même si je pense que je le connais pas bien, puisque je crois que j'ai vu qu'Entre les murs. Je sais même pas s'il a fait il a fait 2 films, ouais. Voilà, ok. Mais je trouve que ça va être plutôt à Audiard ou Frères Darieux, pour le côté un peu regarder une personne et explorer tout son caractère, ses défauts, ses qualités, voir comment il peut progresser, etc., les drames de sa vie. Et je sais pas, moi, c'est pas forcément des réalisateurs qui me touchent. Donc, j'étais pas hyper touchée par ça. Après, je trouvais ça très intéressant, le rapport avec le jeu vidéo. Du coup, ça faisait vachement penser à Gus Van Sant, mais... À Elephant, c'est ça. Et à Elephant, plutôt, ouais. Mais du coup, c'était quand même très intéressant de l'exploiter comme ça, de commencer le film comme ça, c'était très 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 c'était fort. C'était particulier, parce qu'en fait, pour expliquer aux auditeurs et à ceux qui sont autour de la table, puisqu'ils n'ont pas vu le film, le film débute, j'allais dire le jeu vidéo, mais c'est un lapsus révélateur, il débute par un extrait de The Witcher 3. Je sais pas si quelqu'un connaît ce jeu. Non, personne n'a joué. Pourtant, il y en a eu 3 Nina du connaît. coup. Nina, tu connais ? Ouais, tu vois, notre petit Geralt de Rive, le film commence sur lui. Et on sait pas pourquoi, finalement. En fait, il y a ce rapport à la falaise. Moi, j'ai pensé à ça comme ça. Et puis, plein de choses. Avec son arbalète au début du jeu, il tire en l'air et... c'est ce qui se passe mais en gros, plus tard dans le film. Il est seul, déjà rien que ça, il est seul, il est autour dans une nature désertique, etc., voilà. Oui, c'est vrai. Et en gros, il y a une certaine violence, mais comme si elle ne servait à rien. Enfin, en gros, c'est une violence gratuite. Voilà, gratuite qui mène à rien. Donc, c'est tout à fait. Enfin, ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est tout à fait le propos du film. Et en plus, on le comprend pas tout à fait, donc c'est intriguant, etc. Mais après, moi, je me suis un peu ennuyée quand même dans la partie réservée à ce jeune-là, précisément Antoine, du coup. Et même à sa relation avec Marina Foïs, même si je la trouvais très, très, très bien dans son rôle. Et je trouve que la progression du personnage n'est pas top. Enfin, il n'y a pas vraiment une progression, en fait. Juste, il prend conscience de ce qu'il était, donc c'est déjà quelque chose. Mais bon, c'est pas... Je suis pas emballée en me disant à la fin, oui, ok... ça a évolué, même si c'était, que ce soit en mal ou en bien de toute façon, mais je trouve que ça n'a pas vraiment évolué. De toute façon, on sent beaucoup plus à l'aise Laurent Cantet dans sa partie atelier, où là, on a ces bribes de Entre les murs qui reviennent. Que l'histoire, c'est vrai, pourtant c'est intéressant, c'est très politique, où c'est sur le racisme aussi, sur un peu une jeunesse d'extrême droite. Oui, mais c'est intéressant, mais du coup, en plus, au final, c'est pareil, c'est gratuit, puisque... j'allais dire la fin, mais je dis pas la fin, mais au final on n'a pas l'impression qu'il est convaincu par quoi que ce soit en fait, le mec. Donc Antoine, oui, il a l'air convaincu c'est un par peu rien. comme le personnage du roman qu'ils sont en train d'écrire, ils doivent écrire un tueur par exemple, et Antoine propose que le tueur n'ait aucun but en fait, il tue juste pour tuer. Et en fait, c'est finalement un peu la position qu'a Antoine. Il est là avec ces gens d'extrême droite et tout, mais il n'a pas plus de conviction que ça. Oui, mais en gros, il a sa position pour tout. Et le truc, c'est que même si c'est intéressant, dans un film, c'est quand même
un peu lassant de se dire que le mec a vraiment aucune position sur rien et que il a pas d'avis, on dirait qu'il a pas d'avis, pas d'amour, rien, et du coup c'est dur. Moi je me suis vraiment pas du tout attachée à lui, quoi. Alors vraiment pas. Ouais. Et Marina Foïs, pourtant ils sont vraiment très bons, les comédiens. Ah oui, non, ils sont très très bons, mais Marina Foïs, je me suis plus attachée parce qu'il y avait quelques trucs, il y a encore, je trouve qu'il y a quand même des barrières, etc. Donc pour un réalisateur qui, je trouve qu'il est pourtant proche des gens, et que dans l'atelier justement on est censé être très proche des gens, là en fait j'étais vraiment loin, quoi. Moi je l'ai pas senti comme ça. Et, par rapport à quoi tu disais? Par rapport justement entre les murs, ou même par rapport à l'atelier, comment il est tourné, on sent que c'est un réalisateur qui se veut proche des gens, et du coup moi je trouve qu'on est loin d'Antoine et on est un peu loin de Marina Foïs quand même aussi. D'accord. Antoine qui est joué par Mathieu Lucci, parce que je crois qu'on l'a pas dit. Oui. C'est pas un nom que j'ai inventé, Mathieu Lucci, je sais pas. Non, oui, c'est ça. Et par contre, je te rejoins complètement là-dessus. De toute façon, on sent que les échanges autour de l'écriture et tout ce qui relève de l'atelier, c'est ça le plus intéressant. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un peu l'ambiance solaire, le cadre du film. Le sud, avec l'accent le comme sud, ça, voilà. Non, mais ça met facilement à l'aise cette chaleur et tout. La Ciotat, ça doit être un endroit très sympa. Je sais pas, Marie, toi qui es experte de la région. Pas que moi autour de cette table. C'est mignon, la Ciotat. La Ciotat, c'est mignon. Oui, c'est très mignon. Moi, je me disais pas, peut-être pour les Parisiens, c'est plus beau ils se disent Toulon, j'espère. Yes, parce que Toulon, c'est nul. Hein. C'est à peu près pareil que hier, je dirais. À peu pareil que hier. C'est mignon. Et non la ville de demain. Non. Non. Non, mais parce que je voulais faire écho à Demain nous appartient, qui est tourné à 7 dans une autre cité balnéaire, bien sûr. Vous êtes sur Radio Géographie. Ok, on en a fini sur l'atelier. Tu le conseilles ou tu le conseilles pas? J'ai pas envie de pas le conseiller, mais bon, il est intéressant, hein, parce que les acteurs sont très bons, rien que pour ça, normalement. Non, mais les échanges aussi. Moi, j'aime bien tout ce genre de film. J'apprécie énormément, et notamment ces échanges entre jeunes et tout, qu'on avait déjà entre les murs. Ouais, c'est pas forcément des racailles et tout, mais c'est des gens qui veulent se faire passer pour, et finalement ils veulent faire un truc mieux de leur vie, quoi. Ouais, et même ils sont un peu vus comme ça. Ça sonne assez juste et tout. Souvent dans ce genre de film, le problème c'est que ils parlent pas comme ça, les gens qui devraient. On sent qu'il y a un réalisateur qui écrit et qui connaît pas ces personnes et tout. Et là, on sent que c'est juste, donc c'est appréciable quand même. Donc c'était l'atelier. Mais on va passer à un film diamétralement opposé, puisque ce sera un film d'animation, Zombilenium, bande-annonce. Papa, je voudrais aller à Zombilenium. Oui, c'est promis. Je jure. Si je mange, je vais en enfer. Allez, travaille bien. Je peux vous aider? Mais fait peur. C'est mon job. Vous aviez pris rendez-vous? Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. C'est mon job. Maîtresse, est-ce que ça existe, les morts vivants? Ce type est un humain et un contrôleur qui plus est. Déguerpi. Lucie, tu as fini de faire ton intéressante. Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Dissac, c'est un loup-garou. Dissac, c'est un vampire. C'est un quoi? Bonjour à tous. Je vais trouver des investisseurs chez les humains. Vous avez 15 jours pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites peur. Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. Qu'est-ce qui nous attend? On va tous en enfer. On n'y est pas déjà? Regarde ce qui m'arrive. Regardez-moi ces cordes, ces oreilles, ces dents. Tu vas vite t'y faire. Allez, grimpe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? Papa? Et voilà. Faut pas être bac plus 5 pour se servir de cette machine. Bon, allez, à plus. Ah, quand je pense que j'étais phare. You'll never be alone. Zombilenium d'Arthur Depin, qui écrit le bouquin original, la BD, non, c'est ça, et Alexis Ducor. Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombilenium, les monstres ont le blues jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement. Francis, le vampire qui dirige le parc, n'a pas le choix, il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre et coincé dans le parc, Hector broie du noir, et s'il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombilenium,
un beau programme. Nina, toi qui as lu du coup la BD. Oui, la seule autour de cette table encore une fois. Mais on fait une émission de cinéma, peut, hein. je te rappelle. Oui, mais c'est bien d'ouvrir des perspectives. Mais nous on va voir tous les films déjà. Oh, c'est vilain. Voilà, je vise bas. Je suis comme ça, vous me connaissez. Hein, tu connais mon audience, Florent. Donc, Zombilenium, pour quelqu'un qui a lu la BD, super. C'est nul. C'est vraiment pourri. Non, c'est vraiment super. Quand on lit une BD et qu'on... Déjà, il y a 3 tomes, en tout, au niveau de la BD. Le 3e tome est sorti en 2013. Et ça fait donc 3 ans que j'attends le tome 4 parce que le film était en préparation. Donc j'avais vraiment beaucoup d'attentes sur ce film. Et je n'ai pas du tout été déçue pour l'adaptation de l'histoire. Et aussi au niveau esthétique de la BD, on la retrouve complètement. Et c'est assez plaisant de voir, je trouve, une adaptation des images qu'on a pu voir dans un peu à la Harry Potter. C'est de voir des images qu'on aime beaucoup être animées comme ça. Ça m'avait fait un peu le même effet avec Avril et le monde truqué. De voir un univers... Non. Alors vas-y, tu peux nous parler de Avril et le monde truqué aussi. On a un exposé de 2 heures de Nina. Merde. Mais je connais pas. Non mais c'est génial, c'est tardif et il a fait tout ce qu'il y a dès le Blanc-Sec, la BD. Du coup on avait son univers. C'est bon, vous l'avez ? Oui. Ouais, voilà, on avait son univers animé à l'écran alors que j'ai le film de Luc Besson. Il n'y avait pas eu un film Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Sa tête, à mon avis. Oui, non. C'est un autre niveau. Mais pour revenir à Zombilenium, l'histoire est la même pratiquement. Il y a juste le personnage principal qui change de nom et il n'a pas de petite fille dans la BD. Donc ça, c'est juste un des changements. Aussi, à Steven, on n'existe pas dans la BD. Et ça, j'étais quand même contente de le voir à l'écran. Je le connaissais pas et j'étais ravie de le rencontrer, ce petit personnage. Il m'a beaucoup fait rire. Pastiche un peu de Robert Pattinson dans les Twilight. Hein. Léger. C'est ça, mais même avec sa voix un peu... Je crois que il fait la voix de Martin Mystère, la voix française. Alexis Thomasien. Ouais, il me semble. Enfin, ça m'a fait rire de l'entendre faire sa petite fillette à chaque fois qu'il se passe un truc. Enfin, c'est appréciable et je l'ai trouvé bien au niveau... Enfin, comme ça se répand sur 3 tomes, j'ai trouvé bien... il parle un peu des 3 tomes à la fois. Je sais pas combien de temps il dure, je sais pas si tu l'as noté. Il dure... non, même pas, il dure 1h18. Ah ouais ? Ouais. Punaise. C'est un long épisode de dessin animé en fait. Ouais, c'est ça, un petit peu. Mais franchement, je l'ai trouvé super agréable. Enfin, je suis sortie de là, j'étais vraiment contente parce que je me suis assise et j'ai attendu de voir une catastrophe en fait. J'étais vraiment. D'accord. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va pas passer ? Mais ça devrait aller avec de toute façon l'auteur de la BD qui était quand même aux commandes du film. Ouais, mais des fois on sait pas trop. Quand j'ai vu l'affiche aussi, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu trop enfant parce que la BD n'est pas pour les enfants, c'est un peu pour tout le monde et c'est ça qui est cool. Mais non, ça va, c'est pas que pour les enfants, ça parle un peu à tout le monde avec les épisodes de grève qui propre aux Français, j'ai envie de dire, ce qui fait beaucoup rire, je trouve. Et la BO avec Skip the Use, qui est... avec Matt Bastard qui fait d'ailleurs la voix de Sirius. C'est ça. Créé dans le clip Nameless World de Skip the Use. Petit clin d'œil assez sympathique. Ça fait un micro court-métrage, c'est ça en fait, en plus du film ? Oui, c'est la logique, c'est la création du personnage Sirius. C'est un spin-off quoi. Ouais. Waouh, c'est fort. Un préquel. Petit préquel, une petite parenthèse dans l'univers et c'est vraiment sympa. Après, je sais pas quoi conseiller de plus. Peut-être qu'on va laisser la place à quelqu'un d'autre parce que franchement, c'était pas terrible. Non, je rigole. C'est très bien. Il est méchant. Gaëlle. Ah. J'ai fait au pif, hein. Ok, je trouvais l'animation très 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 belle, originale. C'est rare, je trouve, de voir ce genre d'animation. J'arrive pas à savoir ce qui était particulier, mais très moderne en même temps. Ouais, c'est vrai, très moderne. Les couleurs aussi, je les trouvais vraiment vraiment belles. Genre, j'étais vraiment éblouie par toutes les couleurs différentes, etc. et l'harmonie qu'il y avait entre elles. Je trouvais ça original de parler de monstres en France parce que c'est pas forcément un sujet, je trouve, qu'on aborde trop en France. Le film de genre de toute façon. Oui, voilà, le film de genre en général. Et du coup, forcément, ça me plaît parce que moi, ça me rappelle Tim Burton et ses films de monstres à lui. Après, je trouve que du coup, ça, au niveau de l'histoire, c'était pas non plus fou.
par rapport à ce que j'ai déjà vu, etc. Ah oui, mais de toute façon, c'est très classique. C'est un scénario en 3 temps. Les personnages sont très archétypaux. Donc, oui, voilà. Mais bon, après, bon, ça dérangeait pas tant que ça parce que j'ai l'impression que l'animation, je trouve, elle surpassait vraiment le texte, le récit du film. Et après, je trouve que le message était quand même bien. C'est un peu mettre les pauvres en avant, la masse, plutôt que l'élite riche qui sont les vampires dans le film. C'est vrai, il y a aussi une confrontation au sein même du film. Et oui, tu n'avais pas pensé à ça. Ouais. Non. Pourtant, c'est le thème de notre soirée, attention. Après, il y a juste le personnage de, j'allais dire Edward, tellement il me fait penser à Twilight. Steven. Avec qui j'ai un doute, parce que je comprends pas, je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu faire. Je trouve que c'était à la fois bien que ce soit un clin d'œil à quelque chose qui existe comme ça dans notre culture, et à la fois, je sais pas, j'étais pas hyper emballée par ce personnage. Je trouve un peu plus stéréotypé que les autres, etc. Et donc, je sais pas, j'étais moins emballée par lui. Mais après, bon. Mais t'étais moins emballée parce qu'il venait vraiment d'un truc extérieur ou parce qu'il était... Ah non, mais moi je savais pas que... Ah non, pour dire, tu vois la référence. Par rapport à... Non, parce que j'ai pensé, mais pas plus que ça quand même pendant le film. Mais c'est juste que, je sais pas, je le trouvais un peu trop stéréotypé. Je me disais, merde, ils ont voulu dire quoi par là, etc. Je savais pas trop, quoi. Je savais pas... où ils voulaient en venir, alors que les autres, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus clair. J'ai l'impression que peut-être que c'est parce que justement ils ont l'habitude de travailler avec les autres personnages et peut-être un peu moins lui, donc c'était peut-être plus les débuts et les gros traits du personnage, quoi. Mais je vois bien avoir une suite, etc. Et je vois bien aussi être en animé. Enfin, moi, j'imagine vraiment bien, et en plus que ce soit à la française, etc. Je trouve que ça ferait plaisir de voir un truc comme ça, une animation en gros sous forme de saga. Mais je la verrais bien aussi en série, tu vois. Et en série aussi, voilà, j'ai pensé aussi. Avec chaque personnage et tout. Nina, tu fais la moue. Ouais, moins. Attention, ça sera la caméra. On va voir ta petite moue là. Tu peux nous la refaire, voilà. Des zooms après. Ouais, mais je sais que tu vas pas me louper, je le sais. Oui, non. En série, je sais pas trop. Moi, je suis à France 3 ou à Midi les Zouzous, tu vois, ça passe bien. Ah ouais, génial. Très bien. Justine, qu'on n'a pas entendu ce soir. Oui. Qu'as-tu pensé de Zombiedellium ? Alors, j'ai beaucoup aimé les dessins. Ouais. Forcément, parce que je les avais aussi beaucoup aimés dans le clip. Ah, toi, j'avais vu le clip, tu fais le travail. Oui, mais je l'avais vu il y a longtemps quand même. Et donc oui, j'avais beaucoup aimé le clip. Et c'est vrai que j'avais pas vu la bande-annonce. Donc du coup, je m'attendais à un dessin animé qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était un peu nouveau aussi, comme elle disait Gaëlle, par le thème. Je trouvais que c'était intéressant que dans un film d'animation, il y ait justement une histoire avec des monstres. Et du coup, je sais pas pourquoi, je l'ai pris très au sérieux. C'est peut-être parce que je savais que j'allais parler à la radio. Mais je l'ai pris très au sérieux. Et donc voilà, sinon, par rapport au dessin, justement, je trouvais que... Alors, je m'étais un peu renseignée et j'avais un peu regardé les dessins de la BD et j'étais tombée dessus, donc j'avais un peu feuilleté. Et je trouvais que, bien qu'ils soient très bien respectés, on perdait un peu le grain des dessins à travers je sais pas comment on dit, la mise en 3D, le travail sur la 3D. Et je trouvais que j'étais un peu déçue du coup, parce que je trouvais que la 3D était... perdait un peu le charme des dessins. De la bande dessinée. Ouais, c'est ça, de la bande dessinée. Du coup, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et donc, comme je disais, t'arrives quand même à être déçue d'un truc que t'as pas lu. Exactement. C'est vraiment fort. Exactement, c'est fou. Hein. mais oui, enfin voilà, comme vous avez vu les dessins, voilà, je m'attendais à un truc qui respectait vraiment le grain spécial, les couleurs un peu passées. Je sais pas, je suis pas du tout artiste, je sais pas comment on dit ça, mais enfin voilà, le mouvement des dessins. C'est très flou ce que je dis. Et non, on voit, on s'imagine en plus. Ouais, c'est beau, tu peux nous raconter le film entier si tu veux, tu peux refaire la réplique, n'importe quoi. Mais enfin voilà, du coup je m'attendais à un dessin animé un film d'animation, pardon. Qui sortait un peu de l'ordinaire et j'étais un peu déçue parce que effectivement c'était original par le thème que ça abordait, le fait qu'il y ait des monstres et tout ça, mais je trouve c'est peut-être encore une fois parce que je l'ai pris trop premier degré, mais je trouvais que l'intrigue était pas
pas ouf, pas original, même si ça respecte la BD, du coup, peut-être juste que l'intrigue de la BD je la trouve pas ouf. Mais, et les blagues, sauf une, voilà, quand ils descendent aux enfers, la chanson Les Corons, désolée, voilà, celle-là, je la trouvais extrêmement drôle. Mais voilà, il y avait des blagues un peu neuves, quoi, un peu... Mais au final, c'est neuf, mais c'est quand même déjà vu. Au niveau de l'humour, donc j'étais un peu déçue quand même. D'accord. Voilà. Mais tu parlais des corons, c'est vrai que moi ça m'a touché, les corons par Pierre Bachelet bien sûr à la base et non Michel Sardou comme Marie tu pourrais le croire. Je suis sûre qu'il l'a repris à un moment donné. Ah mais c'est possible, mais bon, hein, on va voilà. Donc on ne sait pas. Et c'est vrai que moi ça me touche particulièrement cet univers parce que ça se passe dans le nord de la France, du coup voilà pourquoi on parlait des corons et je suis très attaché à ça comme je connais bien la région et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir cet ancrage vraiment dans le réel. On retrouve vraiment des villages comme on en voit dans le nord avec les terrils à proximité. D'ailleurs le parc, je sais pas si c'est déjà dans la BD mais le parc est reconstruit sur une ancienne mine, sur un ancien terril, un endroit où il y avait une mine de charbon dans le nord. Du coup ça m'a touché et puis on retrouve vraiment des trucs genre très réels, par exemple le nom du village qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle quelque chose les Mines et ça il y en a plein dans le nord, je sais pas si d'ailleurs c'est même un vrai village, il y a Neu-les-Mines, il y a voilà, après je connais plus les autres et c'est pas grave. C'est le principal. et il y a un ancrage dans le réel, genre les autoroutes et tout est les plaques d'immatriculation et en même temps il y a cette fantaisie dans le parc et tout et j'ai trouvé ça intéressant la confrontation des deux, même si je trouvais que tu t'en parlais un peu déjà tout à l'heure Nina, que la saillie, parce que tu parlais des grèves et tout, la saillie sur le monde de l'entreprise, sur les habitants et tout, des campagnes, je trouvais qu'elle aurait pu être un peu plus poussée, mais après ça a peut-être au détriment du film pour enfants, ça je sais pas mais... je pense parce que dans la BD c'est encore plus ils font la terre brûlée. D'accord. Le truc en fait ils font n'importe quoi dans le parc pour que les gens aient plus peur, genre ils insultent une meuf qui est en surpoids, ils l'insultent et tout pour qu'elle aille se plaindre à la direction, c'est vraiment opération alors Gaël est de retour là, attention hein. Attention. Non mais c'est cool et l'ancrage dans le réel est d'autant plus forcé dans la BD parce que je me souviens pour le tome 3 il me semble, ils avaient carrément fait une espèce de coupure de faux journal avec les morts suspectes de Zombilénium, enfin des trucs en rapport avec la BD, c'est ça qui était super cool. D'accord. Marie-Florent, on vous a pas encore entendu sur Zombilénium, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Ne vous battez pas surtout hein. Alors moi je suis toujours... C'est Marie donc qui parle, je sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai qu'on peut confondre. On peut confondre. Ouais. Moi je suis toujours contente quand il y a des films d'animation français qui sortent en salle et en plus qui se passent en France. Je l'ai trouvé très beau visuellement. Effectivement, la 3D paraît lisse, mais c'est parce que la 2D n'était pas assez fluide pour le réalisateur, donc pour ses dessins, du coup, il était obligé de le faire en 3D. Et qui se renseigne. Qui se renseigne pendant les bandes annonces, hein. je capte, hein, mais... On fait ce qu'on peut, hein. Bon. Et il y a un bon doublage, j'ai trouvé, avec des... on peut le dire aussi. Des bons doubleurs, Emmanuel Curtil, Emmanuel Jacomi, que j'adore, qui fait le diable. Absolument. J'ai plus de mal avec Alexis Thomasian pour le coup et le personnage de Steven. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout. Enfin, au-delà du clin d'œil, c'est vraiment une caricature du personnage de Twilight et du personnage du vampire en général dans le cinéma en ce moment. Plus de mal avec son personnage, avec son doublage. Mais sinon, j'ai pas mal aimé le film. Effectivement, l'intrigue était assez simple, mais du coup, c'est bien parce que ça convient à tous les publics. On parle de monstres, et ça c'est bien aussi. Et pour avoir vu le clip de Skip the Use, j'ai trouvé que c'était une très bonne publicité, ce clip-là, pour le film à venir. Ça donne envie aux gens d'aller voir le film. Déjà à ce moment-là, quand j'avais vu le clip, moi j'avais envie de voir la suite. Le film n'était pas en projet encore, c'est à la suite de ce clip. Ça donne envie de voir une suite, de fait, à ce moment-là, surtout quand on voit à quel univers ça appartient. Et la musique. Très bonne musique. Ouais, j'allais vous en parler, ouais. Vous en avez pensé quoi du coup, puisque voilà, c'est Matt Bastard qui l'a fait, la musique. Déjà, est-ce qu'il y a des fans de Skip the Use autour de la table? Moi j'aime bien. J'enlève la main, mais oui. Mais les gens pourront voir la caméra.
Gaël a dit, moi j'aime bien. Florent, toi, C'est agréable. Oui. c'est agréable. C'est agréable Ça, d'entendre c'est Mad Bastard. cool, Hein Bah, plus agréable que quand ils avaient fait une chanson pour l'Euro 2016, du coup, pour l'équipe de France, je t'en parlais tout à l'heure. Et son interprétation aussi, parce que parfois ça peut faire toc, notamment les chanteurs qui doublent ou qui, je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez naturel. Au début j'ai eu un peu de mal, mais après... Ah non, au contraire, au début j'avais oublié que c'était lui, et après je me suis dit, ah oui, c'est vrai que finalement c'est pas un acteur, et je trouvais ça très bien. C'est un personnage attachant. Ouais, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est celui qui m'a plus attaché. Il est un peu plus travaillé en plus que les autres, puisqu'il a son histoire avec un petit retournement de situation au milieu. Du coup, Florent, toi sur Zombellinium déjà merci la France, parce que c'est agréable d'avoir de voir des choses françaises. Merci la France. Mad Bastard, merci. C'est ton discours pour les Césars, du coup, c'est ça, c'est ça. Merci à Mad Bastard. Je te remercie là où tu es. Je voulais reparler aussi de la grève. Moi je suis très féru de petits jeux de mots, donc notez les meilleurs en commentaire. On lit tout en commentaire. Alors, il faut savoir, je suis allé voir le film un peu sous l'emprise du sommeil, hein, j'étais un petit peu fatigué. C'est pourtant toi qui as insisté. Donc, c'est vrai. Donc, j'ai trouvé les dessins, encore une fois, très beaux, comme vous l'avez dit. Mais par contre, il y a un petit défaut que j'ai trouvé, c'était que, à la limite, que ce soit un récit classique qu'on a l'habitude de voir, c'est pas tant ça qui me dérange, mais pour le coup, je trouvais que l'enchaînement des vraiment différentes très plaqué, étapes du récit, c'était un peu trop rapide. C'est vrai, t'as raison. Je trouve que ça aurait mérité d'être un petit peu plus... Enfin, voilà, on prend 20 minutes de The Square, on les met sur Zombellinium parce que voilà. Les deux films deviennent des chefs-d'œuvre. Exactement. Voilà, donc c'est encore mon problème sur le. Voilà, c'était peut-être vraiment ça s'enchaînait à une vitesse. Enfin voilà, c'était ça aurait mérité d'être un peu plus long. Moi, j'ai pas compris la séquence de fin, vraiment la finale. Celle où on finit par un plan où il y a la maîtresse qui revient et qui poursuit le vampire. Ouais, mais pourquoi elle est venue, la maîtresse? Mais parce qu'en fait, finalement, elle est hyper stricte, mais au final, elle a un cœur. Ouais. Et son cœur va envers Edouard. Elle est frustrée plutôt. Elle est frustrée aussi. Elle est ultra frustrée, le truc. Bon, en tout cas, j'aimais bien. Là aussi, c'était encore très caricatural, mais le côté très strict dans l'école et tout. Rien, tout est droit, tout est. C'était quand même beaucoup la maîtresse, ça. Moi, j'aime pas trop que. Non, j'ai rien à dire. Parce que c'est une femme, c'est ça. Alors vas-y, dis-nous, Gaël. C'est une femme, donc elle est méchante. Mais parce que je savais pas trop ce que je devais penser pour la maîtresse, et du coup, et pour le personnage, comme je disais, j'ai encore oublié son nom, Steven, par rapport aux caricatures justement de. Steven, on connaît pas trop sa sexualité, mais j'ai l'impression qu'ils veulent l'orienter quand même. Non, mais c'est vrai. Ils veulent l'orienter quoi? Ils veulent l'orienter gay. D'accord. Mais en même temps sans le dire, et en même temps en utilisant les caricatures, je sais pas, franchement je ne veux pas trop me prononcer, mais j'étais un petit peu, j'étais pas bien. Pas trop. Elle a été plus mal dans Zombellinium que dans The Square, quoi. Non. Ah oui, tu allais dire que dans Coexister. Non. Coexister, c'est un autre niveau, et on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. D'accord, Nina, tu veux dire quelque chose sur Zombellinium? Ouais, je veux juste rebondir sur la caricature de la maîtresse. Qui est totalement voulu et fortement appuyé, c'était voulu parce que le but vraiment du film et de la BD, c'est de montrer que les humains sont les monstres et que les monstres sont beaucoup plus humains que les humains. Oui. Mais que ça, les humains voilà, c'est ça son problème, c'est que ça soit une femme. Ça aurait pu être un homme, mais elle aurait rien dit en fait. Non, c'est juste que c'était facile un peu de se dire. Je trouve qu'en gros, c'était la solution logique. Et c'est presque ce que j'aimais pas, c'est que je me disais, oui, ça devait être une femme. Mais même moi, j'avais un comportement à ce moment-là de me dire. Merde, pourquoi je pense ça Si ça avait été une femme noire lesbienne, t'aurais fait comment? Transgenre. Grosse aussi. Grosse aussi. Fabrice Eboué va travailler sur le 2, je crois. J'ai vu une interview de Arthur Depin qui expliquait pourquoi c'était une femme. C'est parce qu'il n'a eu que des maîtresses. Donc quand il a dessiné, c'était obligatoirement une maîtresse parce que en plus il a eu que des maîtresses comme ça. Donc il a peut-être grossi le trait, mais il a eu que ça. Dans le Nord en plus, moi j'ai ma tante qui est dans le Nord et qui est maîtresse. Je te dis, elle est droite. Hein. Tu bouges pas, je te jure, c'est vrai. Juste à la fin, je me rappelle plus. Il y a une nouvelle maîtresse ou un nouveau maître? C'est une nouvelle maîtresse. Une nouvelle maîtresse. Ok.
qui est gentil cette Qui est fois. sympa. Qui drague, qui voudrait rencontrer le père, je sais pas quoi, elle fait un oui, jeu de mots. non, il a Gretchen, elle est- dessiné. Mais j'ai pas vu ce moment-là dans le film, on a pas Mais vu. non, on la voit pas. C'est endormi à la fin, c'est pour ça. Comment est ta nouvelle maîtresse et tout. Elle dit elle voudrait rencontrer papa. Et elle dit non, mais elle rencontre pas de suite. Hein. D'accord, ok. Moi aussi, je veux ton père. Bon bah Zombilenium du coup. Si tu veux Gaël, on verra après l'émission. Zombilenium du coup on conseille à Cinémascope. Oui, comme Oui, grave. c'est Oui. parce que c'est français, hein, on est franchouillard, On la est baguette des et le bons béret. franchouillards. Hein. Parents, enfants, allez-y. Ok, bah on va rester en France et dans la France profonde et campagnarde, puisque on enchaîne avec Knock de Lorraine Lévy. Bonne annonce. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Il est de la haute. Il est beau, très beau. Tu m'avais pas dit? Pas dit quoi? Qu'il était Qu'il était quoi? grand. Oh, très grand. Voici le médecin du pays. Et la population est pauvre? Très aisé au contraire, et même riche. Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or. La population de Saint-Maurice est bien portante. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. La maladie se niche partout. Même là où on la soupçonne pas. Bravo. Il est fort. Très fort. Peut-être même trop fort. Ah oui. Il y a des fois que je chante et des démangeaisons ici. Est-ce que ce serait pas plutôt là? Ah oui, ça me chatouille. Ou plutôt ça me gratouille. Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Attendez, j'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Au revoir. Qui c'est? C'est la petite Adèle. Vous m'observiez quand je dansais avec Lucas Un peu. et que je lui colle une gifle, ça vous a pas déplu? Ça m'a même fait plaisir. C'est drôle, pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé. Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Hein, aidez-moi à démasquer les imposteurs. Tu me reconnais? Lansky. J'en aurais des choses à raconter. Ça fait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux. J'ai appris son passé criminel. Car un menteur reste un menteur. Oui, il m'a fallu exercer 1001 petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors? C'est la première fois que ma vie a de l'importance. Elle a beaucoup d'importance, Adèle. Ce que je vois est insensé. Ah, c'est plus la petite existence paisible d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. Knock de Lorraine Lévy avec Omar Sy dans le rôle éponyme, Alex Lutz aussi qu'on retrouve, Anna Girardot, Sabine Azema, Pascal Elbé avec qui tu as pu travailler Gaëlle, Oui, un jour. Audrey Dana, Michel Viermoz et Nicolas Marié aussi que j'adore, cet acteur vraiment très bon. Knock c'est l'adaptation de Knock ou le triomphe de la médecine, une pièce de théâtre de Jules Roman écrite en 1923. Romain, pardon. Je sais pas le dire. Romain. Du coup, là, l'histoire, elle se passe pas au même moment parce que je vais vous dire le résumé. Le docteur Knock est un ancien voyou devenu médecin qui débarque dans le petit village de Saint-Maurice afin d'y faire fortune selon une méthode particulière. Il va ainsi faire croire aux villageois qu'ils ne sont pas aussi bien portants qu'ils pourraient le penser. C'est ainsi qu'il trouvera chez chacun un symptôme imaginaire ou pas et de ce fait pourra exercer lucrativement sa profession. Sous ses airs de séducteur et après avoir acquis la confiance du village, Knock est sur le point de parvenir à ses fins, mais son passé le rattrape et une ancienne connaissance vient perturber les plans du docteur. C'est un peu Knock. Voilà, c'est tout le film. Non, Pas vraiment. Justement, pas vraiment. Ouais, voilà. c'est vrai que c'est très à côté finalement cette histoire. Dans Abondance, ils le mettent beaucoup en avant. En fait, Parce que sinon, ils n'ont pas d'histoire, du coup, ils sont obligés. Ouais, mais, oui, ça donne moins envie. Là, il y a un espèce de dilemme de nœud narratif qui est important avec le retour de Pascal Elbé, alors que finalement, c'est pas du tout le film. Marie, t'as déjà commencé toi, non?
Bah commence. T'en as pensé quoi de Knock? Moi je suis sortie choquée. Ah, wow. Dans le mauvais sens du terme. Ouais. Vraiment dans le mauvais sens du terme. Choquée, déçue, ouais, vraiment. Mais tu t'attendais vraiment à un chef-d'œuvre, toi? Non, mais pas à ça quand même. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on adulte une personne comme Knock à la fin du film. J'ai trouvé ça limite. C'est pas très catholique, c'est ça? C'est pas très catholique, effectivement. Non, mais comme tu l'as dit, c'est une pièce de Jules Romain qui a été écrite dans les années 20 et Jules Romain, il l'a écrite pour, à l'époque, dénoncer la montée du nazisme et la montée d'une nouvelle croyance de masse que représentaient les nazis. Donc Knock, c'est vraiment le visage du nazisme pour Jules Romain. Là, il l'a transposé dans les années 50, mais ça reste quelqu'un de peu recommandable, manipulateur, qui joue sur la santé des gens, qui fait du fric sur la santé des gens. Oui, mais il a un rire communicatif. Effectivement, puis c'est Omar Sy, donc on l'aime bien du coup. Du coup, le Omar Sy est nazi, c'est ça? Bah, faut croire. Gaëlle, tu vas pouvoir rebondir là-dessus, je pense. Hein. Non, mais du coup, c'est vraiment une satire de la montée des lobbies, de la médecine qui manipule. Et je peux savoir ce que tu fais? Non, rien, vas-y, poursuis. Et du coup, j'ai trouvé la scène de fin totalement décalée. Si c'était une manière de faire une satire des gens qui suivent sans essayer de réfléchir, bah, c'est raté parce que apparemment, d'après ce film, si on est amoureux et que du coup on est un peu triste que quelqu'un meurt, bah, on devient quelqu'un de bien. Et du coup on est adulé. Oh bah il fait du fric sur le dos des gens, mais il a redynamisé le village. Donc en fait c'est quelqu'un de bien quand même, on l'aime bien. Et puis il est différent, donc c'est cool. Puis il est différent, il est vraiment différent. Il a quelque chose en plus, ce médecin quand même. Hein. Il est grand. C'est ça, je crois qu'il est grand, ouais. Et en plus, j'adore Omar Sy, j'adore cet acteur, mais alors je trouvais que ça passait pas du tout pour ce rôle-là. Le problème, c'est que parfois dans le film ça fonctionne quand il prend ses airs sérieux, tout ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'on voit trop Omar Sy, sinon. C'est exactement. Vraiment, de toute façon, il fait toujours le même rôle, on va dire. Mais c'est vrai que le rôle d'un acteur, c'est de pouvoir changer justement de rôle, mais là, ça marchait pas du tout, je trouvais. Pourtant, là, on lui donne un rôle différent. Oui, mais on voit quand même mais oui, mais que ça ne marche Omar Sy. pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Et voilà, non mais tu parlais de la fin aussi, l'arrêt sur image finale. Non, c'est pas possible. C'est inadmissible dans un film, ça va pas. Je ne sais pas comment finir un film. Arrêtons l'image. Sur Omar Sy qui rit, qui sourit. Mais non, mais ça c'était bien dans le flic de Beverly Hills, ça finissait. Tac, non, jamais, hop. jamais. Mais là, dans Midnight Express aussi, c'était beau, arrêt sur image et tout. Je dis non, alors. Ah oui, bon, mais ça c'est un peu différent, le regard caméra et tout. Bah, ouais, mais non. Bon, il y en a qui vont dire que c'est incroyable et tout, hein. On les connaît, ils sont tous à la fac, hein. Je ne donnerai pas de nom. Mais ouais. Mais la mise en scène en plus c'était pas particulièrement marquante. C'est un film et comme tu l'as dit, il y a des arcs narratifs, par exemple l'escroc qui retrouve dans le village. Alors d'ailleurs il se retrouve par hasard, alors qu'on croit vraiment que le gars l'a cherché des années pour retrouver son fric, il se croit juste par hasard. Et comment elle finit son histoire? Il se chie dessus. Voilà, exactement, c'est-à-dire que dans tout l'hôtel. C'est marrant, ça n'a aucun intérêt. C'est une histoire de caca qui est une histoire. Allez, c'est tellement lourd. On est dans la comédie là. Il n'y a pas que ça, il y a l'ancien médecin qui revient, qui lui dit que sa méthode, il aurait des scrupules s'il l'utilisait. On se dit, bon, quelqu'un va lui tenir tête. Bah non, le gars juste se barre. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont tous cons dans ce village. En fait, il y a que les médecins qui sont intelligents. Du coup, Nicolas mais celui qui pourrait lui tenir tête, il s'en va, c'est tout ce qu'il fait, hein, vraiment. Bah oui, mais parce qu'il les laisse dans la merde, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. C'est un petit festival parce que on aime le caca de Cinémascope, bien sûr. Non, mais c'est vrai, il y a pas grand chose à retenir. Tu parlais, l'histoire d'amour aussi est très fictive. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Gaëlle. C'est pas possible. Sur la scène où il danse, alors, on a la mélodie du bonheur, quoi. C'est de la petite musique. Non, mais d'ailleurs, c'est bizarre, oui, parce qu'elle dit il y a de la musique, j'entends de la musique. Et en fait, elle entend vraiment la musique extra-diégétique, c'est fort, on brise le 4e mur, c'est le cinéma comme on l'aime. Je comprends mieux l'arrêt sur image, il y a tout un. Voilà. En fait, on n'a pas compris le film. On n'a pas compris le film. Lorraine Lévy, d'ailleurs, on n'a pas compris le film non plus. Oui. Non, mais elle n'a pas compris la pièce non plus. Moi, j'ai qu'une sympathie pour elle, c'est qu'elle soit née à Boulogne-sur-Mer, encore une fois dans le nord de la France. Moi, mais sinon. Moi, j'allais dire qu'elle soit une femme, mais bon. Vraiment. Non, mais ça, c'est vrai que c'est plutôt. Mais du coup, ça m'énerve parce que j'aimerais c'est énervant. C'est un bon film là et dire on va regarder et tout. Mais non, du coup, non. Si le personnage du facteur est attachant, voilà, à la limite. Oui, qui est joué par Christian Eck. Voilà. Et finalement, il joue vraiment Danny Boone dans Bienvenue chez Chi, du coup, c'est aussi un peu. Une reprise. Ouais. C'est vrai. Je sais que tu voulais parler des effets spéciaux, Florent.
Ah bah ça on peut le noter quand même, c'est quand même, il y a un effort qui est fait sur les effets spéciaux, notamment je salue la performance d'Alex Lutz qui s'est vraiment laissé faire par les effets spéciaux quoi. Qui a donné tout son talent d'acteur pour servir ces effets spéciaux français. Tu peux nous expliquer pourquoi Bon, c'est pas trop dévoiler la fin. Comme une blague, c'est l'histoire d'un curé. Oui, c'est l'histoire d'un curé qui est, je sais pas comment on appelle le promontoire sur lequel Marie, Justine. La chaire. Oui, la chaire, voilà, absolument. Donc à la fin, quand tout le monde est sorti de l'église et se retrouve seul dans sa petite église sur sa chaire, et puis d'un coup, sans aucune raison, parce que il faut le montrer ridicule. C'est mal ce qu'il a fait. Oui. Donc la chaire s'écroule. Par contre, Knock, c'est pas mal ce qu'il a fait, vraiment, on l'aime bien. Non, lui, c'est bien. Mais il est différent. Non, ouais, et il n'y a pas que ces effets spéciaux là qui sont plus que moyens. Je pense aussi au début, la séquence d'ouverture, elle est très 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 pauvre à ce niveau-là. Avec le bateau qui part, on voit que tout est fait sur fond vert, on voit que tout est faux. Et en plus, t'as Omar Sy qui joue vraiment le rôle d'Omar Sy à ce moment-là, qui fait au revoir, salut les gars. Oui, là, tellement, là c'était. Mais c'était pas possible. Non. Bon, après, ouais. Non, il n'y a rien d'autre à dire. C'est parce que c'était vide. C'est vide, mais après, je pense que j'étais très gentil sur ce film quand même quand je suis sorti, parce que j'avais pas envie de lui faire mal. J'avais pas envie de lui faire mal, mais je sais pas pourquoi. Justine, oui. Justine, t'en as pensé quoi toi alors de Knock? Tu adoré? Toi, c'est tout le contraire, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais en vrai, je vais l'oublier très vite, et généralement quand tu dis ça, c'est que voilà, c'est que tu l'as déjà oublié. Des fois pendant le film tu ris, d'autres fois tu ris parce que t'es atterré de voir ce qui se passe un peu devant tes yeux, et donc oui, je vais l'oublier très vite, mais après quand même bon, alors les 90% des blagues étaient mauvaises. Ah, mais on n'a rien à se mettre sous la dent, mais je trouvais que vraiment elles étaient l'honneur, je sais pas comment dire ça, l'honneur est sauf, était un peu sauvé des fois par le jeu des acteurs, parce que je trouvais vraiment pour le coup les acteurs très bons, et je trouvais que je sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils jouaient de manière très théâtrale, et de fait il y avait plusieurs comédiens français de la comédie française, parce qu'ils sont tous français sinon les comédiens dans le film. Mais en fait les comédiens de la comédie française ont dit des comédiens français. La culture. On est dans Rap Contender ce soir. Et donc donc comme moi je suis assez sensible à ce genre-là, j'ai apprécié leur jeu, et je trouvais que ils jouaient très bien. Je sais pas si pour vous c'était joué de manière exagérée. Souvent les cinéphiles Pascal Elbé, quand il se chie dessus, il est vraiment exceptionnel. Mais c'est dommage parce qu'il est sous-exploité. Moi j'étais choquée parce que je parle de tous les autres. D'accord. Voilà, non mais des scènes atterrantes justement. Ça je n'ai pas compris. Des scènes à chier. Excellent. Mais voilà, après sinon au niveau du en fait je crois que j'ai vraiment tout pris de manière hyper sérieuse, mais sinon au niveau du fond, moi ce que disait Marie tout à l'heure, juste je trouvais ça intéressant, le fait que pas intéressant, mais je savais pas comment prendre le fait que les rôles étaient un peu inversés, que au final à la fin un escroc se fait applaudir, un mec qui fait du fric sur la santé, la maladie des gens, et c'est un vrai politicien, t'as vu, tout le monde l'applaudit. C'est un discours sur nos sociétés modernes en fait. On applaudit on applaudit les politiques alors qu'ils nous escroquent. Bravo. Mais non, mais au niveau de la figure du médecin aujourd'hui, je trouvais que, je sais pas s'il a fait exprès, je sais pas si le film était juste mauvais du début à la fin, ou s'ils ont cherché des fois à montrer justement les travers de l'image du médecin aujourd'hui, alors que je trouvais le parallèle intéressant, que ce soit dans le film ou même dans l'histoire générale, en fait, que le parallèle soit fait entre le nazisme et l'univers de la médecine et de la pharmacie. Je trouvais ça juste intéressant, mais sinon bien sûr l'effet spécial d'Alex Lutz. Pardon, mais étant pas spécialement. Il est bien dans sa petite robe et tout. Ouais. Étant pas spécialement cinéphile, c'est vraiment le genre de détail, de trucs bâclés
si le film est pas bon, tu te dis à la fin, ok, mais en fait c'est une série sur TF1. Du coup, demain nous appartient, on revient à ça. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un truc. On leur fait de la pub. C'est vraiment, ils l'ont vraiment fait à l'arrache, quoi. Je veux dire, même moi j'aurais pu le faire, donc c'est vraiment le truc qui achève définitivement. Et ça, quand Justine dit ça, le film. C'est un peu son gimmick à Justine. Hein. Même moi, si je pouvais le faire. Non, pas du tout. Tu vois, je t'invente des gimmicks et tout, c'est pas mal. Les gens, ils vont t'aimer à la radio. Je suis très flattée. Mais oui, Knock, un film oubliable, comme il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'était intéressant quand même le fait que les rôles sont inversés, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas pris de position dessus. En fait, c'est ça qui y allait pas en fait. C'est que ça peut être super intéressant de voir qu'est-ce qui est le mieux de faire du bien aux gens mais en leur mentant, ou est-ce que c'est mieux de dire la vérité, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité pour être dans le droit chemin, mais au final j'ai l'impression que vous avez juste aucune position et que c'était on montre ça, c'est un film gentil quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais heureusement il y en a une à laquelle ils répondent, c'est quand quelqu'un meurt, il vaut mieux peindre son hôpital en bleu. Ça, c'est très important. Et même c'est marrant. Oui. Et on peut pas promettre de ne pas mourir, mais on peut promettre de peindre un hôpital en bleu, et ça fait plaisir. C'est beau, c'est très beau. Knock, du coup, on recommande pas. Hein. C'est ça, surtout que c'est pas très marrant. C'est même pas super divertissant. C'est qu'il n'y a pas un vrai... il est oubliable, quoi, comme dit Justine. Mais du coup, sans doute que la pièce vaut le coup. Donc... Oui, certainement, ça, je suis d'accord. Et ça vaut le coup de voir la pièce, voir la pièce. Ouais. Ça vaut le coup, je pense, de comparer les deux et d'avoir une analyse un peu plus complète. Oui, d'ailleurs, on va demander à Nina, du coup, qui a tout vu, qui a vu le film et qui a lu la pièce, bien sûr. Évidemment. Non, on parlait de comédie française, on parlait même de la comédie française, puisque je me suis fait reprendre là-dessus par Justine. Et on va partir sur notre carte blanche, du coup. Extrait. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Hein? Il est pas beau celui-là? Ah oui, il est beau, mon petit Thierry. Vous avez sans doute reconnu Jacques Villeray et Thierry Lhermitte dans Le Dîner de cons, qui est sorti en 1998, il y a un peu moins de 20 ans. En ces temps, on pouvait se permettre d'écrire et de créer une grande comédie populaire qui faisait rimer qualité et nombre d'entrées. 20 ans plus tard, lorsque l'on regarde les sorties de la semaine, on s'aperçoit que les temps ont bien changé. Le Dîner de cons a laissé place aux nouvelles aventures de Cendrillon, à Daddy Cool et j'en passe. Dans l'histoire, c'est peut-être nous qui sommes devenus des cons, ou du moins les dadons de la farce. Pour poursuivre les explications tendues qu'on a eues la semaine dernière sur Coexister, nous revenons donc sur la comédie populaire française à l'heure actuelle dans cette carte blanche. Donc ma double question est simple. Selon vous, prenez vos papiers et vos stylos. Dans quel état notre comédie... En plus, ils le font vraiment, c'est ça le pire. Alors, petite dictée. Non, alors, selon vous, dans quel état est notre comédie française depuis quelques années? Et surtout, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est ça le problème. Moi, je vous dis, je suis aberré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grande comédie populaire on en a eu. Je veux dire, il y a eu des entrées, tout ça. Mais la qualité rime pas avec. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Gaëlle. T'étais très virulente sur ça la semaine dernière. Surtout sur ce qui est dit, tu vois, dans le dîner de cons. On se moquait, on était bienveillants, et puis c'était drôle, c'était bien, les tournures étaient bonnes et tout, alors que maintenant on se moque plus des différences de chacun, des trucs comme ça. Je sais pas, après c'est sûr, il y a toujours eu ça, il y aura toujours une comédie qui va peut-être sortir un jour et qui va me faire dire le contraire, mais en ce moment on a surtout de la merde, et Knock viendra pas me dire le contraire. Un animateur qui juge. Raph n'aurait jamais fait ça. Non, mais je donne quand même mon point de vue, puisque oui, Gaëlle. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Où va notre comédie? Où va-t-on? Où va-t-on? Eh bien, nous allons pour l'instant nulle part, effectivement. C'est vrai que les comédies qui sortent en ce moment, c'est toujours la même chose, mais je pense que pour moi c'est ça le problème, c'est-à-dire que il n'y a qu'un exemple de comédie, en ce moment, et qu'un gros exemple, on va dire. Et je pense que ça doit être très très dur en fait d'écrire et de s'en détacher. Et c'est un peu comme si c'était une série. C'est un
une machine, et je pense que ça doit être très dur de l'arrêter et de se dire non, je vais faire un truc différent. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup trop de codes d'un coup qui sont arrivés, et c'est devenu un genre, la comédie française populaire, quoi. Enfin, c'est même plus la comédie. Et du coup, pour moi, il y a vraiment un sous-genre de la comédie française populaire. Comme on ferait un film d'horreur où on se dit, bon, bah là, on va sursauter, bah là, on va faire une blague raciste. Enfin, c'est un peu le même concept, et du coup, ça marche que sur ça, et ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer, et j'ai l'impression que personne ne le voit. C'est ça le pire, c'est que j'ai l'impression que les gens qui font ça ne voient pas, enfin, n'ont pas du tout conscience de ces 10 ou 20 années derrière nous de mauvaises comédies. Ouais, mais c'est que ça a marché. On a quand même eu des éclaircies, genre je pense à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'était... Mais oui, mais voilà, mais le truc c'est que c'est vraiment des éclaircies, comme tu dis, et je pense que quand même, au bout d'un moment, il faut se rendre compte, j'ai l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Pour mais on vit dans un autre temps. Non mais eux Star 82 par exemple. Le retour de Richard Anconina, quoi. Mais je sais pas, je me dis, est-ce que ces gens-là pensent vraiment que c'est bien et qu'ils vont faire un bon film? Est-ce qu'ils veulent de l'argent et que ça marche? Ou est-ce qu'à un moment ils ont conscience que vraiment ça va être la même comédie? Ils ont conscience de tout ce truc que tout le monde pense et même dit, qui est ben non, les comédies ça va plus du tout, et c'est toujours le même schéma. Bah oui, et c'est mais si ça fonctionne, c'est ça le problème. Ah oui, mais je veux dire, au bout d'un moment, je préfère manger des pâtes. Tuer un lama non, mais je veux dire, partir vivre en Inde. Je comprends pour les gens qui sont des techniciens, etc. Je comprends pour les petits acteurs qui veulent monter, etc. Enfin, évidemment, tu vas pas refuser un rôle dans un truc de Cendrillon si t'es à tes débuts. C'est un gros budget en plus. Hein, non, voilà, en plus, c'est un gros truc. Mais c'est juste que quand par contre, t'as le choix et quand tu crées ce projet, là, je comprends pas. Là, je comprends pas parce que tu peux créer autre chose dans ce cas. Et pour moi, je sais plus, dans la bande-annonce, rien que dans la bande-annonce de truc Cendrillon, il y avait déjà des trucs qui m'énervaient, genre sexiste et tout. Oui. Et même dans la bande-annonce de... C'est quoi le nouveau film avec... Épouse-moi mon pote. Oui, voilà. Épouse-moi mon pote, oui. Attends, qui sort aussi aujourd'hui, je crois. Ah non, mais ça, c'est juste pas possible. La couverture là, du magazine que j'ai vu chez Marie, c'était juste deux en habits. Alors, je mets bien des guillemets pour la radio, gays. Et le film se veut, soi-disant... contre l'homophobie, etc., dénoncer les stéréotypes, mais je veux pas être mauvaise langue, mais je pense quand même que le film s'appuie beaucoup sur des stéréotypes, et pour lui dénoncer, c'est juste en rire, et pour moi ça s'appelle se moquer, c'est en rien les dénoncer, et je sais pas, je pense qu'il y a un vrai manque d'inventivité tout simplement, et que comme il faut quand même faire des films, on en fait comme on a vu il y a 1 an, comme on a vu il y a 6 mois, etc. Nina, déjà, est-ce que tu aimes la comédie ? Est-ce que pour toi, tu penses que c'est du cinéma déjà ? Parce que ça, c'est une grande question. Ouais, qu'est-ce que le cinéma voilà. Et voilà, on est c'est ça, c'était le plan, la carte blanche pour faire croire qu'on va parler d'un sujet mineur, mais en fait, on part très loin sur le cinéma, quoi. Mais bien évidemment. Non, enfin, quand je vais voir une comédie française ces derniers temps, j'ai l'impression de faire face à soit deux choses. Soit, toujours j'imagine ça dans un repas de famille, soit je vois un cousin de 15 ans complètement attardé, ou je vois un oncle complètement bourré, raciste. Ou les deux à la fois, vraiment. Ça, c'est toi qui es bourré cette fois. Oui, alors là, non, mais donc du coup, c'est gênant. Ouais. Dans les deux cas, c'est gênant, et quand les deux se rencontrent, c'est encore pire. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? C'est fou, quoi. Le public a changé, le public... Parce qu'on est nourri par de la merde H24, non, je sais pas. Je pense que peut-être pour le cousin de 15 ans demeuré, c'est peut-être James. à cause... Oh, laissez-le tranquille. Parce qu'il y a mon frère sur le plateau, il a 16 ans, du coup, il doit aimer ce genre de film. Non, c'est juste que... C'est peut-être à cause de l'évolution de YouTube et de voir des stars de YouTube sur le grand écran. Est-ce que... D'ailleurs, il y en a pas mal souvent qui jouent dans ce genre de film. Là, dans les nouvelles aventures de Cendrillon, il y a Natou. Ne me dis pas ça, d'accord. Ta collègue, Gaëlle. Je ne suis pas contente. Mais là, le truc, j'avais tenté de voir Aladdin. Ah oui, c'est les mêmes producteurs du coup. Ouais, là, non, mais ça c'était le cousin, il était pire qu'attardé, là, c'était grave. Mais ouais, donc là j'accuserais un petit peu la logique de vente YouTube avec. On essaie d'atteindre un public jeune tout en les prenant pour des débiles profonds, mais là quand même, je trouve que t'es dur avec YouTube, parce que YouTube pour moi c'est vraiment. Pour moi c'est sincère, c'est juste qu'effectivement ça atteint un public de jeunes. Mais je pense vraiment que leur démarche était sincère, parce que
Au début, il n'y avait rien à la clé, quoi. Et pour moi, les gens sont restés... Enfin, après, bien sûr, maintenant, il y a des dérives de plus en plus, mais si on voit les principaux acteurs de YouTube, pour moi, je les considère comme sincères, alors que si tu me dis télé-réalité, etc., là, c'est pas pareil. Après, je dis YouTube, je devrais pas le dire, parce que c'est trop général, beaucoup trop général. Il y a énormément de choses bien dans YouTube, donc je devrais plus parler d'un certain genre, je sais pas, dans les aventures d'Aladin, on parle de Kev Adams, on l'a quand même beaucoup connu par YouTube et par les retransmissions de On ne demande qu'à en rire et ce genre de trucs. Ouais. Mais donc, du coup, c'est la télévision, là. Ouais, c'est la télévision, mais... J'accuserais plus la télévision, du coup. Ouais. Avec la J'accuse Laurent Ruquier. Mais ouais, non, t'as raison. Je ne devrais pas faire l'amalgame. C'est vrai, pardon. Mais ouais, c'est ça qui me... J'ai l'impression de voir plus ce genre d'humour. Et pourtant, il y a des trucs très bons dans On ne demande qu'à en rire, mais... malheureusement, c'est lui qui a tout remporté, c'est dommage. Il y avait quelques pépites, mais ouais, non. Mais Justine, toi qui es fan de comédie française, tu peux me ressortir toutes les répliques de Tour Montparnasse Infernal, et ça, c'était quand même dans ces 20 dernières années, du coup, on a eu encore une fois du bon. Même si c'était très débile. On va pas se le cacher. Oui, parce que ce soir, on fait quoi? Non, mais il y a du débile, on fait des pâtes. Intelligent. Hein. Putain, j'ai oublié ça. Non, mais je pense qu'il y a encore de la bonne comédie, pas des bonnes comédies, mais de la bonne comédie, mais ça se fait aussi sous d'autres formes. YouTube, justement, il peut y avoir du très bon contenu, mais voilà, ça se fait sous d'autres formes, et ça vient pas forcément des grands trucs, des grandes productions avec plein d'argent qui sont là, je pense, juste pour faire de l'argent. Parce que, comme elle disait Gaëlle, il y a une méthodologie, et on la suit, et on l'applique à plein de thèmes, et ça marche parce que c'est un peu comme ce qui se passe pour les films de super-héros aux États-Unis aussi. Hein. On applique tout le temps la même recette et ça fonctionne. Et aussi, je pense que le problème, c'est que... Alors, Alexandre Astier... oui, parce que je suis un peu fan de Kaamelott, disait que pour lui la comédie c'était un genre sérieux, et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui la comédie c'est plus un genre sérieux. On fait des blagues, il y a des machines à blagues, mais il y a plus aucune recherche. Je veux dire, l'humour c'est aussi quelque chose d'intelligent. C'est pas forcément obligé d'être à ras les pâquerettes, mon Dieu, quelle expression. Moi j'aime bien. Très bien, je vais réutiliser, d'être à ras les pâquerettes. Les pâquerettes. pour que ce soit consommable. Au bout d'un moment, il faut élever un peu ce genre qui est trop souvent... Mais c'est vrai, moi je pense en France, il y a quand même, au niveau du grand public, il y a Eric Toledano et Olivier Nakache qui arrivent quand même à faire des trucs un peu plus intelligents ou quoi. On l'a vu d'ailleurs récemment avec le sens de la fête, et qui sont cette semaine au Cinémed. Peut-être qu'ils nous écoutent, on ne le sait pas. En tout cas, on aura une interview d'eux pour la prochaine émission. Mais je pensais aussi à un mec comme... C'est marrant, mais Bruno Dumont, à chaque fois que je vois ses films, ses derniers films en tout cas, genre Maloute ou Petit Quinquin, à chaque fois je me dis, mais ce mec-là, il pourrait tellement faire des films fédérateurs, des grosses comédies populaires, et après c'est du cinéma très autoriste et tout, et c'est marrant parce que comme quoi parfois la ligne, on peut flirter avec le populaire comme ça, et c'est comme quoi on pourrait faire ça, des films... intelligent, comme tu le disais, Justine, mais drôle. Florent, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ça? Moi, je pense qu'il y a une personne à observer qui est assez, je trouve, représentatif de toute la comédie française. Non, c'est Alain Chabat. Parce que je trouve qu'Alain Chabat a une évolution qui est malheureusement comme l'évolution de la comédie française de nos jours. Il y a eu d'abord Les Nuls, avec notamment La Cité de la Peur, etc. 94, je crois, La Cité de la Peur. Ou 95, oui, je sais plus. Et après ça a continué Mission Cléopâtre 2002. Avec Mission Cléopâtre. Et puis après, je l'ai surpris avec, par exemple, le Marsupilami il y a quelques années. Moi, je sais pas pourquoi ça m'avait fait marrer. Oh non. Et du coup, j'avais fait, mais Alain, où es-tu, Alain? Où es-tu? Et je me suis dit, bon, encore c'était moitié-moitié. Et là, il y en a un qui arrive là. J'irai le voir. J'irai le voir. Mais j'ai fait. Toi, t'aimes pas les yaourts à la fraise. Soit, je sais pas, non, c'est peut-être pas de la vieillesse, mais
je trouve qu'il est assez représentatif de... peut-être qu'il s'est un peu enlisé là-dedans, où il s'est dit, enfin sans le vouloir, qui s'est laissé, comme tu disais, il y a peut-être aujourd'hui des codes pas des codes à respecter, mais une certaine influence ou une certaine... un certain modèle de ce que doit être aujourd'hui une comédie populaire. Je sais que ça sera toujours du Alain Chabat et j'irai forcément le voir, mais la bande-annonce, j'ai eu encore un peu peur. T'as eu des frissons encore. Voilà, c'est ça. Ça m'a. Voilà. Moi, j'ai trouvé les blagues assez pertinentes, tu vois. Oui. Je sais pas, il me donne envie. Moi, je veux du bien de ce film. D'accord. Bon, Marie. T'as pas réagi à ça? Toi, t'aimes pas rire, c'est ça? Ceux qui me connaissent savent que je suis très bon public, mais alors que les comédies, il est très difficile de me faire rire au cinéma. Wow. J'ai très peu de comédies qui me font rire, et effectivement, La Cité de la Peur, Mission Cléopâtre, c'est des comédies qui me font rire, et je pense qu'on manque de ça aujourd'hui. On manque des nuls, à mon avis. On manque d'Alain Chabat. Mais aujourd'hui, je pense que les comédies se vendent en tant que dénonciatrices de stéréotypes et jouent là-dessus, mais du coup sont complètement stéréotypées dans leurs blagues et dans leur scénario, et en voulant dénoncer des stéréotypes font complètement des stéréotypes, des blagues, en voulant dénoncer le racisme font du racisme, en voulant dénoncer l'homophobie font de l'homophobie, donc je pense que la comédie marche plus. D'accord. En général. Elle marche au box-office en tout cas. Malheureusement. Je les vois le box-office. Mais en fait, je suis même pas sûre que les gens apprécient réellement. Je pense qu'ils y vont. C'est de la surconsommation, c'est de la surconsommation. C'est aussitôt vu, aussitôt oublié. En gros, c'est parce qu'ils font ça, comment dire, très facile. Enfin, en gros, c'est si tu veux te détendre, je vois quoi, et clairement. Vraiment passer vite le temps, mais en même temps voir un film et tout, on va voir la dernière comédie française, mais vraiment, je suis pas sûre. Les gens font ça pour déconnecter, en fait. Ils disent, ah ouais, vraiment, c'est mon film. Les nouvelles aventures de Cendrillon. J'adore. Mais d'ailleurs, dans les nouvelles aventures de Cendrillon, il y a un moment, la question qui est posée, quel est votre film préféré? C'est pas un code secret, et il dit les tuches de. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est même topo. Tout ça. Et franchement, dedans, ça se voit que c'est une honte quand elle dit ça. Donc ça montre bien que même le cinéma français a honte de son cinéma. C'est vrai, oui, Florent. Mais qu'est-ce que vous pensez de si en 2017 sortait Le Dîner de Cons, par exemple, avec Philippe Lachaud, donc réalisateur de Babysitting, et je sais pas, Jean-Paul Rouve. Faut laisser que la siffle J'aime bien Jean-Paul Rouve. Non. En fait, non, mais vous voyez, est-ce que c'est au final, je vais pas critiquer les acteurs, mais c'est vraiment Le Dîner de Cons, c'est un film populaire et qui est très drôle et qui reste dans notre culture et qui nous fait toujours autant rire. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que le film aurait marché? On peut se poser plein de questions. Est-ce que le film aurait marché aussi bien? Est-ce qu'il serait resté aussi bien avec les acteurs qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'était peut-être un moment de grâce avec des acteurs, avec un scénario, etc. Mais je sais pas si dans le contexte actuel, est-ce qu'au final, du coup, comme il y a un modèle et que les gens y vont, est-ce que Le Dîner de Cons, les gens y seraient allés ou pas au final? C'est vrai. Moi, j'imagine que oui, quand même, mais et qu'il y aurait pu avoir des acteurs qui étaient bons, parce que je pense qu'il y a plein d'acteurs bons, mais effectivement, ça aurait été vraiment différent, et je pense qu'il y aurait eu un truc en moins, mais pas dans le sens. Je veux vraiment pas rester dans la nostalgie, etc., mais un truc en moins dans le sens où effectivement, il y a ce modèle encore qui revient, mais après, je pense aux films comme Le Prénom, qui peut moi faire penser à ça, etc. Donc je pense que ça existe, c'est juste que après là il y a eu vraiment une excellence, donc c'est pas la même chose, mais ça montre qu'en tout cas il y a d'autres modèles qui peuvent exister, mais que peut-être qu'en même temps évidemment tu t'es démotivé à en faire, quoi, quand tu vois que ça va te surpasser le truc sur Cendrillon et Daddy Cool, etc. T'as peut-être plus envie de travailler sur autre chose et te dire je vais me battre pour avoir un petit budget qui est juste qui veut juste un huis clos avec 3 acteurs, et eux ils vont avoir tout le budget alors que c'est de la merde, quoi. Enfin... Nina, tu voulais moi je voulais juste demander, poser la question, est-ce qu'on appelle ça de la comédie ou pas Si ça nous fait pas rire, ça fait pas bravo. Rire. Non. Bravo. Non, Dupontel. Nina présidente. Merci, votez pour moi. Non, Dupontel. C'est vrai, on l'a oublié. Le vilain 9 mois ferme, c'est quand même... Mais ça va au-delà de la comédie, je trouve, pour le coup. Ouais, mais pourquoi tu le dis d'une manière négative ça va au-delà de la comédie. Ah non, moi j'adore Dupontel. Non, mais on a 2 conversations en même temps. Ça va pas être facile. Dupontel, non? Oui, je disais juste que 9 mois ferme, moi je trouvais que c'était très très basique, très oubliable. C'est le seul que j'ai pas vu. Ouais, j'ai même pas du tout marqué.
Mais tu disais que la comédie, c'est plus que de la comédie, mais pourquoi? C'est-à-dire que la comédie, c'est un truc bas et et quand on va, quand c'est supérieur, Non, moi je pense que la comédie... C'est un sous-genre? Non, c'est un genre à part entière, mais quand tu ne cherches à faire rire que sur des choses basiques, avec, comme disait Justine, un humour au ras des pâquerettes, effectivement, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut un rire intelligent et une histoire intelligente derrière. D'accord. Bon, et ben j'espère que vous allez nous faire rire, ou du moins nous faire jouer, Gaël et Marie, puisqu'on passe tout de suite à notre partie quiz. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, venez. Je ne sais pas. Quel est le prénom de Gnu? Le quiz d'Antoine et Simon. Bon, ça me fait très bizarre, je dois laisser encore une fois mon bébé cette semaine. Non, le jingle va plus du tout. Le jingle va plus du tout, c'est le quiz d'Antoine et Simon, mais c'est le quiz de personne surtout, en tout cas, de Gaël et Marie ce soir. Ah oui, merci. Merci, on est personne. Allez. Quiz qu'on a nommé The Squeeze, en hommage à notre belle Palme d'Or. C'est bien, vous dites le nom, vous dites les noms des quiz, c'est vrai qu'on devrait le faire plus souvent parce qu'à chaque fois on fait une blague de merde là-dessus. C'est important les blagues de merde. Ça vous le savez en me connaissant. Alors, on va commencer tout de suite avec une musique de film. Dans quel film a-t-on pu entendre cette chanson? C'était de la peur? Non, je sais pas. C'est quoi cette chanson? Ils veulent m'offrir 8 femmes. C'est ça. Absolument, 8 femmes de François Ozon. Donc c'est une chanson qui s'appelle Toi jamais, et c'est une reprise de Sylvie Vartan qui est interprétée dans le film par Catherine Deneuve, qui joue d'ailleurs dans le prochain film de Thierry Cliffat, Tout nous sépare, qui sort le 8 novembre. Gaël fait sa pub quoi. D'ailleurs on n'a pas eu les équipes et tout. Ah oui, exactement. Bravo. Mais vous n'avez pas eu le sujet non plus. On attendait de lancer le sujet pour donner les équipes. D'accord. Alors le sujet, 8 femmes le film, vous l'aurez compris. Pour une équipe 100% féminine, un quiz 100% féminin, on va parler des femmes au cinéma, des femmes qui ont marqué le cinéma, avec des équipes composées d'un côté de Simon et James, les Baïchou, et de l'autre de Nina, Florent et Justine. James, on a déjà un point là, on est chaud. Vous avez un point effectivement. On commence en faveur des Baïchou. Alors donc un sujet sur les femmes, on commence avec une petite question. Gaëlle. Alors, qui qui jouera Judy Garland dans un prochain biopic réalisé par Rupert Gold? Alors, les propositions. Elisabeth Moss, Michelle Williams, Cara Delevingne, Renée Zellweger, Lily Rose Depp, Dorothée, notre Laurent Deutsch féminin à nous. Moi j'ai la réponse, alors je vous laisse dire. Chaque équipe a droit à sa proposition. Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est James qui dira la réponse. Donc, Elisabeth Moss, Michelle Williams, Cara Delevingne, Renée Zellweger, Lily Rose Depp ou Dorothée. Et ouais. Notre Laurent Deutsch féminin. Moi comme ça en entendant j'aurais dit Michelle Williams, mais je suis pas sûr. J'en ai aucune idée. Non, moi non plus. Chef d'équipe Simon et Nina d'ailleurs. Mais elle est plus vieux. Alors, vous dites quoi? Bah comme tu veux, vas-y, t'es la chef d'équipe, je me... Vas-y, bravo. Hop, il va se cacher après. Moi j'aurais dit Michelle Williams. Michelle Williams sur où? Ouais. Et pour Simon, James. Renée Zellweger. Effectivement, c'est Renée Zellweger qui aura la charge de raconter les derniers instants de l'actrice. Elle apparaîtra prochainement dans le film choral Berlin, I Love You. C'est un peu de la triche parce que Simon regarde beaucoup d'infos toute la journée. Effectivement, tout le temps. Il nous gâche nos quiz. C'est terrible. Pas du tout. Il y a tellement d'infos qu'on n'a pas mis dans ce quiz, Simon, à cause de toi. Mais c'est James qui a trouvé, regarde. Il a dit la réponse. C'est qui déjà Renée Zellweger, James? C'est la même veine. Ah, c'est Bridget Jones, tout ça. Non, c'est un frère qui souffle la présentation. Donc 2-0 pour l'équipe de Simon et James. On va passer à la catégorie en or ou en bois, retrouver les vraies infos parmi les propositions énoncées. Première info. Les studios Marvel ont dans l'idée de créer un Thor féminin dans une nouvelle saga, remplaçant ainsi Chris Hemsworth qui quitterait la franchise. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, j'aurais dit vrai aussi. Vrai. Vrai pour l'équipe de Nina, vrai pour l'équipe de Simon. C'est en effet vrai. Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, n'est pas contre l'idée d'un Thor au féminin le jour où Chris Hemsworth voudrait quitter la saga.
pour info, le prochain Thor sera intitulé Thor Ragnarok et sort aujourd'hui en salle. Deuxième Alors. info, Gaëlle. Bérénice Bejo s'apprête à tourner pour la première fois dans son pays d'origine, le Brésil, sous la direction du réalisateur Carnet de voyage, Walter Salles, je sais pas comment on dit, Salles, dans un film intitulé Inquiétude. Inquiétude. Vrai ou faux? Alors J'aime Lui, pas il quand connaît tu la lis. réponse. À force de chercher toute la journée. J'en ai pas entendu parler. Hein. Vous pouvez pas lui mettre un handicap ou un truc, je sais pas. Morgan James, Un peu. Puis ils sont deux. Il a dit, j'en ai pas entendu parler, donc ça veut peut-être dire que c'est faux. Peut-être c'est totalement inventé. Donc vous dites faux? Je sais pas. Alors vous dites faux? Ah, moi je suis un peu leur handicap, donc ils sont deux aussi, donc je vous laisse. Ah mais non, on est tout seuls alors. Nous on est tout seuls. On n'est pas tout seuls. Bon. Faux et ce sera de sa responsabilité. Toi tu dis quoi Pour James l'équipe du de coup? Nina, Faux aussi. Et pourquoi ça devrait être faux? Elle est d'Argentine. C'est pas ça? c'est ça. Ah. bien joué. James, il est Bérénice bon. Bejo Hein. s'apprête effectivement à tourner dans son pays d'origine pour la première fois, à savoir l'Argentine, dans un film de Pablo Trapero, La Quiétude, aux côtés d'Edgar Ramirez et Martina Guzman. Quand même traduit en portugais le film. Ouais, hein, mais juste elles pour, essayent de mettre des petits pièges comme ça, c'est beau. Allez, on a un point chacun pour sur cette question. Info suivante. Marina Foïs n'était pas le premier choix de Laurent Cantet pour interpréter le rôle d'Olivia dans l'atelier. Vrai ou faux? Bon, ça je sais pas. Bah, je pense que c'est vrai parce que la question est. C'est une question un peu négative. Quoi. C'est bien Justine. Je t'écoute, Merci. vas-y, continue ton développement. Sors les arguments. James, je te laisse choisir là. Oh. Marina Foïs, c'est celle d'un tour Montparnasse, là, tu vois, celle qui. C'est Marie-Joëlle. Oui. Marie-Joëlle. C'est de toute beauté. Bon, Alors, il nous faut des j'aurais réponses, dit hein. vrai, moi, mais. Alors, c'est quoi? Comment Vous voulez les. que je répète? Ouais. Marina Foïs n'était pas le premier choix de Laurent Cantet pour interpréter le rôle d'Olivia dans l'atelier. Tu vois, c'est n'était pas, du coup. Question On dit quoi? négative. Faux, on dit. On dit faux. Allez, Faux chez Simon, vrai chez Nina? Ouais. Alors, c'est en réalité vrai. Laurent Cantet voulait au départ engager une actrice étrangère, comme l'était la romancière qui a inspiré le film, mais le réalisateur a finalement renoncé à cette idée, car il fallait que le personnage maîtrise bien la langue française, pour faire face aux turbulences Il avait jeunes. des actrices en vue ou. Non, Marina Foïs. D'accord. Il trouvait qu'elle était bien dans le rôle. Non, mais des actrices Non, étrangères. pas, Non, il a pas été au très bout de vite sa renoncé à démarche. l'idée. Oui. Donc ça nous fait 1 point chez Nina, 0 chez Simon et James. Ça fait combien en On tout? continue. Alors, Simon et James 4, Nina, Florent, Justine 3. Alors, dernière info. La réalisatrice Lorraine Lévy a demandé à sa compositrice Cyril Aufort de développer le thème de Knock en s'inspirant de deux grandes sagas du cinéma, Harry Potter et Indiana Jones. Hein? Je répète. Ouais, ça écoute pas. Alors là, Ça paraît La réalisatrice Lorraine Lévy a demandé à sa compositrice Cyril Aufort de développer le thème de Knock en s'inspirant de deux grandes sagas du cinéma, Harry Potter et Indiana Jones. ça doit être une autre saga, mais. Alors, je connaissant crois- Harry non. Potter. Ou Vas-y, James. d'autres films, mais. Faux. Je pense. hein. Ouais, faux, moi j'avais Ah, pas dit, direct, ça donc, dit faux. C'était effectivement faux. Mais c'était La une blague de musique de Gaël, Knock c'est pour ça. est à mi-chemin entre Les Aventuriers de l'Arche perdue, quand même, et Out of Africa. Ok. On passe au qui a dit. Ouais. Alors, qui a dit? On comprend pourquoi, lui qui a eu faim cherche à faire fortune. Il lui est nécessaire de se trouver une place à n'importe quel prix. Mais s'il use et abuse de son pouvoir pour devenir le roi de ce petit royaume, s'il assoit son autorité sur les défauts de Meryl ses Streep. concitoyens, qu'il manipule avec dextérité, il le fait avec une tendresse amusée, sans cruauté, sans mépris. Non, ce n'est pas Meryl Streep. On a des indices? Non. C'est tout à fait clair ce qu'elle dit. Hein. Lorraine Lévy? Absolument. Ouais, purée, j'allais dire. Lorraine Lévy qui caractérise le personnage de Knock dans le film éponyme et qui dit quand même qu'il le fait, qui manipule les gens et qui devrait s'amuser, sans cruauté, sans mépris. Il est quand même bien ce Knock. Hein. Mais je savais que Ça ça nous fait un allait être point, confondu moi, avec Kibelina. l'histoire Einstein, c'était sûr. C'était sûr. On passe au qui suis-je. Alors, je suis la fille d'Isabelle Otero et la petite fille des peintres Antonio Otero et Clotilde Vautier. J'étudie le cinéma à New York et après quelques seconds rôles, j'obtiens le rôle principal dans le film Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert. J'apparais dans des séries françaises comme Jeanne Femme Flic ou Les Revenants
J'ai joué la femme du populaire chanteur d'une chanson populaire. Je donne la réplique à Benicio del Toro dans la production Paradise Lost de Andrea Di Stefano. Je joue une des jumelles dans le film Saint-Amour de Gustave Mélanie Kervian Laurent, non. et Benoît Delépine, non. L'autre là. J'attends un tout petit peu avant de dire la dernière. Comment elle s'appelle C'est une actrice comme elle là. Elle joue pas dans Au revoir là-haut Non. Tu pensais Mathieu à... Almaric, non. Non. Vas-y Justine si tu veux dire quelque chose. Ah non, mais... Vas-y Justine si tu veux dire quelque chose. Je te jure, en je fait, sais j'ai plus même pas son nom. nom. Mélanie Thierry, c'est pas... Mélanie Thierry, non. Si tu veux dire On est nuls, hein. Je n'ai aucun lien avec la comédienne Annie Girardot. Girardot. Sarah Girardot, non. Attends. Anna Girardot. Oui, absolument. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que je crois que tu disais pas ça. dit Anna Girardot. Bah, j'ai dit Girardot. Bah, ça ne compte pas, excuse-nous. C'était quoi le truc? J'ai aucun lien avec la comédienne Annie Girardot. Ah. Bien qu'aujourd'hui on fête les... Bah, bravo. Que Annie Girardot aurait fêté ses 86 ans aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis Anna Girardot dans le Qui suis-je, qui a aussi joué dans Knock, on peut le rappeler, c'est Adèle. Dédicace. Ça compte mal les points. Alors, qui c'est celle-là? Qui est l'actrice qui interprète ce personnage? Sucette Alanis. Sucette Alanis. Voilà. C'est un thème vaste en plus alors. D'accord. Faut trouver le film, hein, c'est ça? Non, j'ai dit quelle actrice elle interprète. C'est Marina Foïs. Trouver le film aussi. Oui. Absolument. Dans un Astérix ou un truc comme ça. C'est ça. Marina Foïs dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, qui sort son prochain film le 6 décembre. Yes, Santa on l'attend. ici. Alors on passe à une réplique. Un film, dans quel film entend-on cet échange culte? That's nice. What is it, a sapphire? A diamond. A very rare diamond. À la poursuite du diamant vert. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Titanic. Wearing this. Oui, absolument. C'est l'échange entre Rose et Jack dans Titanic de James Cameron, interprété par Kate Winslet. L'actrice sera à l'affiche de The Mountain Between Us de Annie Abu-Assad aux côtés d'Idris Elba. Je n'ai jamais vu en entier Titanic, hein, le mec. Tu as reconnu. Waouh. Oui, à cause des mèmes. Et beaucoup de mèmes. Merci le Québec. Alors, vous devez donc traduire ce film traduit en québécois oui. Dans sa langue originale. Donc, une jolie femme. Pretty Woman. Waouh, cette rapidité. Donc oui, Pretty Woman de Gary Marshall, l'actrice principale du film Julia Roberts, sera à l'affiche du film Wonder, réalisé par Stephen Chbosky, aux côtés d'Owen Wilson et Jacob Tremblay. En fait, il faut juste penser aux films qui vont sortir et on va trouver. C'est vrai pour l'équipe de Nina Plan et Justine. Hein. J'attends le duel time. Parmi ces personnages, lequel n'a pas été doublé par Kelly Maro, à savoir la doubleuse de Gretchen dans Zombielenium. Parmi ces personnages, lequel n'a pas été doublé par elle. Hein. Jane, interprétée par Dakota Fanning dans Twilight. Sophie Sheridan, interprétée par Amanda Seyfried dans Mamma Mia. Béatrice Prior, actrice interprétée par Shailene Woodley dans Divergente. Mimi Géniard, interprétée par Shirley Anderson dans Harry Potter. Rachel Berry, interprétée par Léa Michel dans Glee. Ou Katniss Everdeen, interprétée par Jennifer Lawrence dans Hunger Games. C'était quoi le deuxième? Parmi ces personnages, lequel n'a pas été doublé? Le deuxième, c'est Sophie Sheridan, interprétée par Amanda Seyfried dans Mamma Mia. Allez, je dis celui-là. Chez Nina. Tout seul, quoi. Tu as ton mot à dire, James. James, qu'est-ce que tu veux dire? James, il a pas le temps, il y a plus que 5 minutes. J'ai zéro idée. Redis-nous les films. Les films. Jane dans Twilight, Sophie dans Mamma Mia, Tris dans Divergente, Mimi Géniard dans Harry Potter, Rachel Berry dans Glee ou Katniss dans Hunger Games. Quel personnage n'a pas été doublé par Kelly Maro? Je vois sa voix, mais j'entends sa voix. Je vois sa voix. Je vois les... Tu dirais quoi? Mimi Géniard, mais juste parce qu'il faut choisir quelque chose. Moi j'aurais dit Katniss Everdeen. Ah bah vas-y. Non, mais au pire on peut en avoir deux. Absolument pas. Tant pis. On peut en avoir un par équipe. Florent, tu dois choisir entre les deux. Sophie chez Simon et James. Chez Simon, non. Moi je vais dire Mamma Mia. Non, j'en sais rien. J'ai dit. Non, je vais laisser choisir un chef d'équipe. Oui, vas-y. Mia.
Et si c'est pas ça, je me fais lapider Allez, là. Katniss pour vous Eh bien, ni l'un ni l'autre, puisque c'était Triss de Divergente, à la chaîne doublée, qui elle est doublée par Jessica Monceau. 0 points partout. Moi, je m'y connais pas en doublage, alors je peux pas vous dire. On a un nouveau jeu à vous proposer. Waouh. On vous donne une petite recette et vous trouvez l'actrice finale qui correspond à cette petite recette. Yes. Oh bordel. Waouh. À Ça, c'est les savoir- femmes, hein, la cuisine et tout. Hein. Oh, il va s'en Allez. Alors, cette actrice, elle a la couleur de cheveux de Marina Foïs, Le métier Ouais. d'Elisabeth Moss, le mois de naissance de Nathalie Portman, l'âge approximatif de Catherine Deneuve, la popularité de Kate Winslet, la voix de Léa Michel, la force de caractère de Whoopi Goldberg, un problème avec Harvey Weinstein comme Lupita Nyong'o Asia et Eva Argento Green. Non. Non. C'est quoi la dernière phrase? Un problème avec Harvey Weinstein comme Lupita Nyong'o et Eva Green. Qui a des problèmes. Il y a beaucoup trop de femmes qui ont des problèmes avec Harvey Weinstein, c'est ça le problème. Il y a plusieurs- Non, ben non. Ah bah oui, mais Absolument. Bravo. Ouais, mais Très, c'est très vrai. bien. Effectivement, femme marquante de l'histoire du cinéma, bien entendu, double Oscar de la meilleure actrice, César d'honneur, qui sera à l'affiche de Mamma Mia et Here We Go Again, Doyle Parker, aux côtés de Cher, bien évidemment. Et d'Amanda Évidemment. Seyfried. Toujours. Très important. Bravo. Donc on en est à 9 Bon, on points compte plus chez les points, Nina, alors. 5 points chez Simon. Si. On passe au résumé raté. Donc le but de ce jeu est de retrouver le titre du film, série dont on vous fait le résumé. Vous pouvez vous dire que c'est très simple, mais non, en réalité ce résumé sera très vague et un peu raté, d'où le titre de cette rubrique. Alors prêt, Nul à c'est ça. parti. Un couple moyen, âge moyen, allure moyenne. Un couple comme on en voit beaucoup qui s'aiment et qui veut aller plus loin, avoir des projets comme habiter ensemble. L'homme et la femme veulent une maison simple, sans ornement ni cafard, juste de quoi être heureux et bien. Alors, ils trouvent, parce que c'est assez simple, ils font leur vie, leurs courses, leurs projets, mais ils finissent un jour par rester seuls, tous les deux, puisqu'après un accident, les gens ne veulent plus les voir. Heureusement, ou pas, pour eux, des colocs finissent par venir habiter avec eux. Beetlejuice. C'est C'est vrai. Mais en plus, on a. Beetlejuice donc, de Tim Burton avec la toute jeune Winona Ryder qui interprète aujourd'hui la mère de Will dans la série Phénomène Stranger Things qui sort sa saison 2 dans 2 jours. Je l'aime cette madame. Ça nous fait un point en plus pour l'équipe. Il vous reste beaucoup de questions ou. Non, 2. Ok. Musique de film. Dans quel film pouvons-nous entendre cette musique? Stranger Leon Things. Dimon. Pardon? Attends, t'as dit série? Dans quel film pouvons-nous entendre Leon cette musique? Dimon, moi j'ai dit. Non. Musique lambda. Thor. Non. On peut donner des indices. On peut donner des indices. C'est un film français. Il y a toujours un lien avec Tout nous sépare. Absolument pas. Toujours un lien avec les femmes et avec les films de la semaine. Avec les films de la semaine aussi, oui. Knock, l'atelier. Très On peut bien, même tu sais. donner avec quel film de la semaine c'est le lien. Hein. Ouais. Avec Knock, effectivement. Omar Sy. La musique Quand même un s'appelle pas quiz Omar Sy. sur les Non, femmes, mais, hein, je tiens à préciser. Ok. Moi je réponds aux gens qui me parlent. Je sais pas. Pas de réponse. La compositrice du coup de ce film. Non, je crois pas, j'essaie de Anne Dudley, non. Je pense que tu peux leur dire. Vas-y, dis-le-tu, Marie. Compositrice, c'est Cyril Aufort, la même compositrice que pour Knock, effectivement. C'est un film avec Pierre Ninet, Anna Girardot, un film de Yann Gozlan qui s'intitule Un homme idéal. Oh. Ah, dommage. c'est le twist, parce que C'est c'était le plus twist des femmes final. en fait. La dernière. Le duel time. Alors, est-ce qu'il faut que je rappelle les règles du jeu? On parie. 6, 4, 3. On parie des points et il n'y a que les chefs d'équipe qui ont le droit de Qui ont le droit de répondre. Ok. Les autres joueurs c'est les- parient et sur c'est, voilà, le les nombre de niveaux. points que vous pouvez obtenir Ok. grâce à votre chef d'équipe. Sachant que ça portera Ça porte sur. Sur les femmes. les femmes Sur en les- général. Bon, donne tout le Il y a max de une points. femme, Allez. Toutes les femmes. C'est combien le max de points? C'est 8 ou Oui, 6? C'est 6. Bah alors 6 points, c'est ça? 2, Un, 4 ou deux. 6. 1, 2, 4, 6, oui. 6. Ouais, 6. Ne misez pas sur Ça parie 6 dans l'équipe de Simon. Ça parie combien dans l'équipe de Nina? Sachant que vous êtes à 5 contre 10. Attends, 50. Vous avez 10 points, hein, vous avez 5 points d'avance. Oh, bah ça va. Pardon. Vous prenez les 2 points. points, c'est bon. On va faire entre les deux, on va faire 4. Ouais, allez. 4. Mais on croit 4 chez Nina, 6 points chez Simon. La question, quel personnage culte n'a pas été
Absolument pas, c'est pas du tout cette question. Ah oui, non, oui, pas du tout. Donc la question est, quel acteur ne s'est pas travesti en femme pour jouer un rôle au cinéma? Ah, joli. Plusieurs propositions. Robin Williams, Dustin Hoffman, Johnny Depp, Aaron Taylor Johnson, Eddie Redmayne, Jared Leto, Mel Gibson, Michael J. Fox, Melvin Poupeau. Hein? Il y en a trop. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Ouais, t'en mets beaucoup, toi, Simon aussi. Ah, mais on n'en met pas autant d'habitude. Ouais, Surtout le dual time, il y en a Ça y que est, 4. j'ai oublié les 4. Alors on répète, je crois. Robin Williams, Dustin Hoffman, Johnny Depp, Aaron Taylor Johnson, Eddie Redmayne, Jared Leto, Mel Gibson, Michael J. Fox, Melvin Poupeau. Lequel ne s'est pas travesti en femme pour jouer un rôle au cinéma? Il y en a beaucoup parce qu'on a jugé ça assez facile. Ouais. Mel Gibson. Effectivement. On dit Mel Gibson chez Simon. On dit quoi chez Nina? Putain, je sais pas. Tu veux qu'on répète? Allez, une dernière fois, on les répète. Ouais. Une dernière. Allez. Robin Williams, Dustin Hoffman, Johnny Depp, Aaron Taylor Johnson, Eddie Redmayne, Jared Leto, Mel Gibson, Michael J. Fox, Melvin Poupeau. Michael J. Fox, je vois pas se travestir en fait. J'ai sûrement raté le. Mais si, dans Retour à le futur, il se travestit. Non, on va pas dire. Mais ça y est, elle a dit la réponse. Ok, tu dis Michael J. Fox? Tu restes sur Michael J. Fox? Bah non, du coup. Ah bah bravo, Je pensais qu'elle avait validé sa réponse, moi. Mais t'étais trop Il nous faut une réponse là. Mais parce qu'il nous faut la réponse vite, c'est pour ça. Ah, pardon. Ouais, non, après Mel Gibson et les restes, je sais pas. Mel Gibson Mel aussi? Gibson? Ah, c'est Ouais. facile de reprendre les mêmes. Ah, tu m'as perdu. De toute façon, vous avez perdu tous les deux. Hein. Puisque Putain, Robin je le Williams sens. se travestit dans Madame Doubtfire, Ouais. Dustin Hoffman dans Tootsie, Johnny Depp dans Ed Wood, Eddie Redmayne dans The Danish Girl, Jared Leto dans Dallas Buyers Club, Mel Gibson dans Ce que pensent les femmes. Les Ah ouais, femmes. c'est vrai, j'avais oublié quoi. Michael J. Fox dans Retour vers le futur, effectivement. Et Melvin Poupeau dans Laurence Anyways. Aaron Taylor Johnson ne s'est jamais travesti pour un rôle. Et s'est mis peut-être en collant, mais c'était pour faire le super-héros. Donc on a une Joli. victoire écrasante de l'équipe de Nina, Florent et Justine. Ah oui, c'est vrai. Bon. Combien? À 10 contre 5 quand même. Ah. Hein. On a besoin de Non, double. non, et encore, on en t'as pas parle, enlevé on nos en points, c'est vrai. On arrive à 0 là. Bah bravo Oui, pour le c'est quiz. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez bientôt pouvoir À me moins un, remplacer. Moins 1 contre 6. Quoi. Nous voilà donc arrivés à la clôture de ce 8e épisode de Cinémascope. Je remercie tous les chroniqueurs autour de la table. Arnaud à la régie, encore une fois, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Raphaël aux commandes d'une émission spéciale Cinémed. On part pas avec de la musique parce qu'on n'a plus le temps. Bonne semaine et à mercredi prochain. Salut.